Mon nom est Martin Thomas Côté en compagnie de Jean-Nicolas Boucher et Alan Lévesque et vous écoutez Les Injustes. Nous sommes dans l'âge du geek. Dans cette ère d'égalité, d'acceptabilité et de justice des internets, règne une ombre. 4 chevaliers de la culture populaire vont briser les standards. Nul ne sera à l'abri de leurs opinions. En tout temps, en tout lieu, les Injustes. Messieurs, bonsoir. Ça va? Oui, ça va. Je vais très bien, même. OK. Le injuste, c'était bizarre. Oui, mais je me dis qu'une fois de temps en temps, il faut se renouveler, surtout qu'on a des nouveaux auditeurs aujourd'hui. Ah, OK. Salut à tous. Oui, des gens qui m'ont demandé quel était mon podcast cette semaine, puis plus que un, là. Tu sais, des fois, on a juste 2 auditeurs. Mais là, ça se peut qu'on en ait 3. C'est fantastique. Bonsoir tout le monde. Pour vous accueillir, les critiques avaient raison. Pour ceux qui étaient là le mois dernier, on fait le pont exactement où Puis ça a terminé. pour ceux-là qu'on a perdu à cause de ça, s'il vous plaît, revenez. Puis Martin, il sonne pas toujours comme Duffman qui nous présente. Oh yeah! Mais non, mais pour vrai, il y a des gens qui me parlaient du podcast cette semaine. Il y en a qui ont commencé il n'y a pas si longtemps non plus. Donc, bienvenue. Vous allez découvrir quoi dans ce podcast-là? Ben, beaucoup de choses. D'abord, vous allez voir des critiques de films, des critiques de séries télé. On parle beaucoup de Star Wars, on parle beaucoup de Lord of the Rings, on parle beaucoup de... C'est quoi nos sujets récurrents? De bande dessinée, de Batman, de Superman. Jamais de DC. Ouais, DC, on parle beaucoup. Marvel, on en a parlé Si vous une êtes des fois. fans de BD de Marvel, vous allez trouver le temps long. Ouais, ça se peut que si vous tripiez beaucoup sur X-Men... Et sinon, on a l'épisode de X-Men qui était excellent. Moi puis Patrice Riverain, on avait fait une discussion incroyable. Ouais, c'était T'as-tu fermé mon son, là? Non, Avec je l'ai Lille à coupé. voyager dans le temps, puis Margot Strumblecut. Hey, c'était-tu mauvais, ça? Ah, Seigneur. J'ai rien compris, hein. Encore aujourd'hui, là, je cherche à comprendre, puis non. Je n'ai réécouté un extrait, je pense, puis j'ai toujours pas compris. Il y a une joke de Pérus où il questionne un gars sur un album de jazz obscur, puis quand il en écoute un bout, il dit « Je connais encore moins ça que tantôt. » Mais c'est exactement comme ça que je me Non. sentais après Ouais. les explications. Moi, c'est dans le magasin. Ah, je vais vous faire jouer l'autre album, là. C'est l'autre, ça? Ouais. Ça sonne exactement pareil. Ah non, monsieur, les subtilités sont beaucoup plus intenses. Ah ouais. Mais c'était un peu comme ça après ce fameux épisode. Mais bref, vous allez découvrir toutes sortes de choses, des suggestions de lecture, puis on va parler aussi de streaming. On parle de l'industrie aussi, hein, souvent dans notre podcast. Oui. Grâce à toi, d'ailleurs, je te lève mon chapeau. On parle souvent du box-office, de comment ça fonctionne. On parlera peut-être un peu de la grève des scénaristes. Tout à l'heure, je serais curieux de vous entendre là-dessus. On l'a tous vécu en 2008, puis on a tous des expériences différentes, dépendamment des séries qu'on suivait à ce moment-là. Là. Allô, Quantum of Solace. Là. Salut, Allô, Heroes. Dr. House. Mais on y reviendra. Beaucoup de choses. Évidemment, Guardians of the Galaxy Volume 3, on va commencer avec ça dans quelques minutes. Nouveau de Marvel. En fait, la question qu'on va se poser, est-ce un film de Marvel? Est-ce un film de la phase 4? Est-ce un film de la phase 5? Ou est-ce un film de James Gunn? Je pense que vous allez avoir la réponse dans quelques minutes. Oui. Ouais, ça se peut. Et on va parler évidemment de Star Trek Picard, la 3e saison. Je pensais qu'on faisait la 2e saison. Non, j'ai passé par-dessus. Ok. Mais on se... Moi, mais autour de Il y ce a du monde sujet... qui nous écoute qui font comme... Je me rappelle qu'ils ont parlé de la 1. Là, ils me parlent de la 3. J'ai dû rater l'épisode où ils parlaient de la saison 2. Le même épisode qu'X-Men. Je vous le conseille. Mais on aura l'occasion de parler aussi autour de qu'est-ce qui fonctionne puis qu'est-ce qui fonctionne pas dans la nostalgie. Puis comment Star Trek a observé ce que Star Wars a fait, puis comment ils ont... Tu sais, quand ils ont lancé Picard avec leur grande idée de pas d'uniforme, pas d'anciens caméos, pas de Star Trek. Ouais, pas de Star Trek, on va dans une nouvelle direction, puis visiblement, ça a juste pas marché. Ben, je te dirais que dans la saison 3, on est allé all-in. All-in, c'est ça que vous voulez, c'est ça qu'on vous donne. Puis, il y a 2 façons de faire ça. La façon facile, genre, on se contente de vous... Tu sais, un peu la façon Spider-Man, là, on se contente de vous mettre des caméos puis de vous mettre des On trucs. lance des choses. Puis on vous lance des choses. Puis il y a la façon Star Trek, je pense qu'ils l'ont ficelé de façon extraordinaire. On vous en reparle. Jedi Survivor, tu l'as fait? Ouais, je l'ai pas encore fini parce que comme j'ai une maladie qui s'appelle le complétionniste, je me suis perdu dans les cartes. Ah, ben on aura l'occasion de voir est-ce que la carte est trop grande. Ce sera la question qu'on posera. Ça et bien d'autres choses. Et on commence en cinéma, les amis, avec Guardians of the Galaxy Volume 3. On a tous eu l'occasion de le voir? Ouais. Absolument. On est allé le voir presque en même temps. Moi, Ah je rentrais oui? dans la salle quand vous sortiez. Ah ouais, on était juste pas en même heure. Exact. Comment ça se fait que on s'est pas croisés? Pas même ville. Ah, t'étais ailleurs, t'étais où? Je continue.
Oh boy! Fait que c'est pour ça le rendez-vous chez le Kiro le lendemain? Exact. J'ai pas eu exactement la même expérience que D'ailleurs, ça sera pas à fréquenter le cinéma de Chicoutimi quand Oppenheimer sera au grand écran. Hein? Parce qu'on n'entendra plus rien des autres salles. Les 3 colonnes qui restent risquent d'exploser pendant la projection. Il n'y en aura juste plus. On y va avec un tour de table. J'ai le goût de commencer par le fan de James Gunn, parce que je suis convaincu que ça va être nous autres qui va être obligés de le balancer. Ouais, je sortais du film, puis j'étais là, je sais pas comment je vais en jaser avec les gars. T'sais, moi, je suis teinté de bord en bord. Là. Le film partait 11 sur 10, puis c'était comme plante-toi pas trop pour garder ta note. Et, si tu te plantes, je vais te donner 10.5. Moi, j'ai vraiment capoté, j'ai aimé ça. En sortant, je me disais, je l'ai-tu plus aimé que le premier, puis je pense que pas exactement, puis c'est pas aussi tight que le premier, mais c'est vraiment un film génial. Ah, mais on va s'entendre sur une chose. Là. Moi, le premier, là, c'est la chose la plus proche que j'ai vécue de Star Wars 1977. Et c'est drôle que tu dis ça parce que James Gunn, la semaine passée, pour le May the 4th, il a fait un post en disant « Moi, mon souvenir Star Wars, c'est ma sortie de Guardians of the Galaxy parce que genre c'est mon film de petit cul Star Wars. Puis quand je l'ai fait, je voulais faire un film qui ressemble à Star Wars puis qui donne le fil de Star Wars. » Ben, ça donnait ce fil-là parce que moi, je les connaissais pas. Les personnages, ni d'Ève, ni d'Adam. J'avais aucune idée d'où ça venait. J'étais convaincu que ça allait se planter justement parce que ça avait pas de... ça avait pas de fanbase. Je connaissais pas le réalisateur. J'arrive là... J'ai été complètement médusé. Je suis sorti de là, la gueule à terre. J'ai fait comme wow. Et je me souviens très pertinemment d'avoir dit, je pense à ma conjointe qui était avec moi à ce moment-là, d'y avoir dit écoute, j'ai jamais été voir Star Wars pour la première fois en 1977, là, mais je pense que les gens, quand ils sont sortis de la salle en 77, là, je pense qu'ils vivent ce que je suis en train de vivre là. Ils ont vécu ça, je pense. Frisson. Puis c'était plaisant parce que c'était un moment où le MCU devenait de plus en plus, connecté, les films cherchaient à faire des liens avec les autres, on voulait recréer le phénomène Avenger. Puis là, t'avais un film qui arrivait avec... pas là, j'étais en train de dégeler Han Solo. Ouais. T'as un film qui arrive avec des personnages inconnus, puis qui suffit en lui-même. T'as pas besoin d'être un fan de Marvel, de suivre le MCU pour écouter ça. Puis c'était une question qu'on avait aussi avec le dernier film de la trilogie. Est-ce qu'il va clore sa trilogie à lui? Est-ce qu'il va s'inscrire, comme on le disait tantôt, dans le plus grand MCU ou non? Puis à ma grande joie, non, le film est cohérent avec les 2 premiers. Il est obligé de rendre des comptes à Infinity War. Pis... Somehow, Gamora's dead. Puis Chris Pratt a changé de personnage un peu aussi. Il y a plein d'affaires. Oui, puis genre, maintenant Mantis, c'est sa sœur. Ouais, ben ça, ils ont fait le pont dans l'épisode de Noël. Ouais, c'est ça que je te dis, mais si tu l'as pas vu, tu le savais pas, là. Non, effectivement. Alan? Moi, personnellement, j'y allais avec beaucoup de recul parce que Guardians of Galaxy 2 est un film que je déteste très profondément. C'est le point faible des 3, je pense. Le côté trop enfantin, l'humour qui ne fonctionnait pas dans ce film-là, les personnages qui étaient rendus invincibles puis qui avaient des forces surhumaines qui n'étaient pas calculées puis qui n'étaient pas toujours égales. Tu sais, il n'y avait pas grand-chose qui était calculé dans ce film-là. C'était à peu près n'importe quoi. C'est que je suis allé voir le 3e de reculons. Je savais que ça allait être un film qui allait changer motivement, mais on avait vécu avec Thor 4 un film qui était changé motivement, mais Taika Waititi qui l'avait échappé sur sa scénarisation et surtout sur l'improvisation, où il parlait de cancer à phase terminale, puis il fait des jokes de pète à toutes les 2 secondes. C'était bizarre. Ça fait que j'avais un petit peu cette peur-là que ça allait arriver. Sauf que, honnêtement, oui, il y avait beaucoup de jokes qui étaient plates puis qui étaient mal placés. Sauf que c'était beaucoup mieux passé, en ce que je pensais. Puis c'était une belle réalisation de James Gunn. Puis la façon qu'il a travaillé ses personnages, c'était aussi intéressant. Puis le film a une tonne de défauts parce que malheureusement, il dure 2h30. Ça fait que tu as le temps de t'enfarger souvent 2h30. Il y aurait eu, je pense, intérêt à avoir une meilleure... avoir quelqu'un au-dessus de son épaule qui dise pas « T'as carte blanche parce que c'est ton dernier, mais tu sais, on va le mettre un peu plus tight. » Ce sera pas long. Est-ce que vous savez c'est quoi la différence entre les 3? Non. Dans Madnet. C'est quoi ça? Un auteur qui avait écrit beaucoup dans le chemin Guardian of Galaxy, Annihilation Wave, ça. Un gars qui est derrière Warhammer 40K dans les romans, beaucoup. Ça fait qu'il y avait quand même un grand auteur de science-fiction, puis de chez Marvel aussi, qui travaillait sur la scénarisation dans les 2 premiers. OK, parce que là, il était pas là dans le 3. Mais il était pas là parce que moi, l'impression que ça m'a donné, premièrement, mon impression, c'est je partage votre impression. Moi, je suis sorti de là satisfait, content. J'ai eu l'impression que c'était pas un film du MCU. Ouais. J'ai eu l'impression que c'était la fin d'une trilogie. Qu'on a dit à James Gunn, voilà les clés du char, va faire un dernier tour. Puis il a été smart. Il a pas brisé le char, il a pas rajouté des ailes dessus, il a pas changé de couleur. Il s'est organisé pour que
Marvel, s'ils veulent continuer avec le char, ils peuvent. S'ils veulent le remiser, ils vont pouvoir. Exactement. Il a conclu sa patente. On lui a donné une chance de sortir. Tu sais, c'est un peu comme dans le monde de la radio, quand on te donne la chance de pouvoir saluer tes auditeurs quand tu quittes. Là. C'est un privilège. Parce que bien souvent, plus souvent qu'autrement, puis je pense que dans le cinéma, c'est comme ça aussi, tu pars le cul devant puis la tête derrière. Là. Tu sais, je veux dire, t'as pas le temps de dire au revoir à ton univers. Tu sais, regardez Zack Snyder, comment est-ce qu'il est parti. Tu sais, regardez comment ben des réalisateurs ont quitté des franchises sans jamais avoir l'occasion de pouvoir boucler ce qu'ils avaient commencé. Autant tu trouves que James Gunn a été smart, autant je trouve que Marvel ont été smart. Parce qu'il va chez l'ennemi, là. Ouais. T'aurais pu dire comme genre scrap le projet, puis va-t'en mon chum, puis... Puis en plus, c'est après l'avoir congédié. Là. C'est pas pour rien qu'il rentre chez l'ennemi, c'est parce que Disney a pris la décision, il y a une couple d'années, de le mettre dehors. Pour des tweets, là. Oh, ouais. Je vous rappelle, là. Alors, il y a ça. Il y a le fait que, par contre, le côté négatif de ça, c'est que justement parce qu'on lui a donné carte blanche, justement parce qu'on n'a pas voulu le froisser, justement, c'était trop long. C'était trop long. J'aurais aimé juste un petit tour de tournevis, là. Ouais. Tu sais, parce que oui, il y a des séquences, c'est beau, mais c'est inutile. Tu sais, ça apporte rien à part te faire dire « Oh, vite encore un peu avant qu'ils partent. Vite encore une petite affaire. » Mais ça sert à rien. Là. Il a été pogné beaucoup aussi avec des éléments que lui a mis ou que les autres films ont introduits ou que Marvel voulait, puis il fallait qu'il travaille avec ça, genre Adam Warlock. Ouais, on va y revenir à ça. Là. Mais overall, c'est un bon film. Oui, Excellent film. Excellent film. Puis le fait qu'il soit pas dans le... Tu sais, ce qui est triste pour eux, c'est que là, on est tous les trois à dire que c'est un bon film, mais il fait pas avancer le MCU. Là. Pas en tout. Il est pas connecté vraiment. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? Ça fait 8 ans qu'il n'y a rien n'avance dans le MCU. Qu'est-ce que ça veut dire? Ben, ça veut dire que ce gang-là est séparé. Puis ils vont réutiliser des personnages, ça leur tente, mais ils étaient partis ailleurs, puis ils leur ont fait faire d'autres choses, c'est tout. Là. Mais je veux dire, qu'est-ce que ça veut dire sur... Mettons, là, t'es un gars de l'équipe créative de Marvel, tu vois que c'est un succès, puis ça n'a pas de lien avec ta grosse picture. Ça te remet ça en question de te dire, ben, puis je pense que c'est toi qui m'avais parlé de ça, de la James Bondarisation du MCU. Tu sais, t'es peut-être à te poser la question, bon, est-tu mieux d'avoir juste des films solides qui font pas une grosse histoire? Ben, c'est ce qu'ils vont essayer avec Star Wars. Ben, je pense que c'est la bonne avenue. Puis personnellement, là, Marvel, là, le problème, c'est que leur phase 5 est écrit comme planifié au grand complet. Ils nous l'ont mis des dents l'année passée. Leur pivot principal est présentement sur le bord de rentrer en prison. Eh mon Dieu. Oh, quelle catastrophe. Leur moment ça... Ezra Miller, là. Ouais. Puis eux autres, des gars de solides. Ouais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire avec ça? Puis c'est ça qui est le plus drôle là-dedans, c'est que Kang avait été un personnage qui était tel quel dans Ant-Man 3. Il nous présente le High Evolutionary dans ce film-là, qui agit pratiquement comme un enfant, mais qui est un vilain qui est incroyable et qui est exécrable, parce qu'ils nous l'ont fait tailler de la façon la plus facile possible. Il massacre des animaux. Ah, écoute, je vous dirais la chose suivante. Là. Ça, c'est une des choses que le film a bien réussi. C'est-à-dire que je sais exactement où ils s'en vont. Je sais exactement ce qui va arriver. C'est inévitable. C'est le chemin le plus facile qui a été écrit 1 million de fois. Mais ça j'ai fonctionne. Pleuré pareil. Ouais. Puis ça, la tu peux le rater. première fois ça. qu'on les voit dans le cage, on sait exactement ce qui va arriver. Ben oui, tu le sais. Puis tu peux le rater des moments comme ça. Quand tu choisis la facilité puis que tu fais un scénario qui a été fait des millions de fois, il y a des millions de chances de le rater. Mais de le réussir, c'est presque aussi difficile que d'avoir quelque chose d'original. Ouais. C'est de jouer avec les notes de la mélodie correctement, puis James Gunn, il le fait magistralement. James Gunn a toujours été fort dans ses personnages et de travailler sur le côté faible de chaque personnage puis de le faire ressortir. Ça fait que chaque petit animal avait son côté cute puis sa faiblesse puis qu'il faisait pitié. Ça fait que tu t'attachais avec ça. C'était le même problème avec chacun de ses personnages. Dans le deuxième, le problème, c'est que chacune des faiblesses des personnages, leur côté qui était trop niais ou trop stupide, avait été extrapolé puis sans être travaillé. Mais en fait, ils étaient tous devenus des Drax. Parce que ça marchait pour Drax. Exact. Parce que Drax, c'est ça. Tu sais, je veux dire, il a l'air stupide, puis il l'est parce qu'il prend tout au premier degré. Mais dans le deuxième, on avait l'impression que l'équipe complète était composée de Drax. Tout du monde qui sont trop stupides de comprendre. Tu sais, t'en as une qui comprend pas les émotions. T'en as une qui comprend trop les émotions. T'en as un qui prend tout au sens littéral.
Il y en a un qui vit trop dans l'amour, puis il y en a une qui veut péter la gueule à tout le monde. Et ça, il avait commencé à l'exploiter un peu dans l'épisode de Noël, de mettre Mantis, qui est justement super proche de ses émotions, super intense, avec Drax. Puis c'était probablement l'affaire qui fonctionnait le mieux. Et là, dans le troisième, ils ont compris, là, ce duo-là, il fonctionne, ils bandent vraiment bien ensemble. Oui. Puis ça laisse les autres personnages faire ce qu'ils ont à faire. Puis... Mais ça fonctionne, mais il ne sert pas non plus seulement d'appui humoristique. Parce que vers la fin, là, il y a une petite histoire entre, tu sais, on réalise que Drax, c'est pas quelqu'un de stupide. Tu sais, c'est le seul qui est capable de communiquer avec les enfants. Ouais, t'es pas un destructeur, t'es un père. Tu sais, ça, là, d'avoir trouvé cette twist-là... C'est sa tragédie d'avoir perdu sa famille. Ben oui, mais d'avoir trouvé cette twist-là puis d'avoir réussi à l'amener là, c'est beaucoup mieux que dans le 2 où il ne devenait que le comic relief puis que c'était juste ça, là. Non, j'ai trouvé que les personnages étaient tous intéressants. Tu parles du méchant, vraiment intéressant, le méchant. À part Peter Quill qui était rendu neutre, Ouais, fade un peu. Ouais. Hein. il était aussi intéressant que sa coupe de cheveux. Mais en même temps, il a connu son moment, Peter Quill. Tu sais, je veux dire, le premier film, il C'est tient lui. beaucoup sur ses épaules. Puis le deuxième, c'est comme, tu sais, c'est sa relation avec son père aussi. Fait que je trouve ça bien que là, il soit un personnage un peu plus en recul. Il laisse faire ses petits trucs, mais le film est moins à propos de lui. Pas à propos de lui, puis c'était aussi un travail sur son détachement aussi. Ouais. Mais ça fait du bien de voir que c'est Rocket qui est au centre du film parce que, tu sais, Absent, mais si présent. Tu sais, on l'a planté dans le premier film, puis on n'y est jamais revenu dans le deuxième. Fait que de savoir maintenant qu'on a vu son origine, comment ça s'est passé, son histoire qui est une histoire qu'on a vue 1 million de fois, mais qui... Écoute, le moment, la scène, quand ça arrive, tu le sais. Là. Tes voix, tu sais comment... Ils vont tous mourir. Mais même la scène d'avant, quand ils sont couchés, puis là, ils se nomment entre eux, puis là, Layla qui dit « C'est tellement plaisant d'avoir des amis! » Puis là, t'es comme « Ah, je sais ce qu'ils vont faire avec ça, je l'haïs! » Tu te dis, lui, il s'apprête à me briser le cœur, le tabarnak. Il n'y a aucun scénario dans lequel ces quatre hosties-là ont une team. Ils vont pas revenir dans un vaisseau à la fin, eux autres. C'est pas eux autres qui vont venir les libérer à la fin. C'est ceux qui meurent, les Chris. Mais c'est vrai, puis c'est cette réaction-là que ça provoque, celle de frustration de savoir, de voir l'inévitable. Et, tu sais, 2 points forts de ça, puis là, ça, c'est du grand James Gunn. 1, beaucoup de CGI, mais tu y crois, tu sais, ces personnages-là, t'es investi, puis c'est un peu le phénomène, genre, Toy Story, c'est toutes des créatures cauchemardesques. Là. Hey, le lapin, là, qu'on y voit pas à la bouche, puis avec les pattes d'araignée, puis l'autre qui manque ses bras, puis il y a des bras robotiques. Ils sont comme creepy, mais en même temps, sont super sweet. T'as rien que le goût de les adopter, puis tu sais, c'est vraiment bien réussi. C'est pas pour rien que c'est pas cheap, mais genre, tu t'es vois la première fois, puis tu sais exactement ce que tu t'en vas avec ça, puis on care pour ces petits animaux-là. Ah, c'est fou. J'ai tellement... Écoute, je suis pas un braillard dans la vie, là. Mais j'ai haï cette scène-là, là. Haï cette scène-là, là, parce que j'ai pleuré avant qu'elle arrive, parce que je savais qu'elle arrivait. J'ai pleuré pendant qu'elle était arrivée, puis j'ai pleuré après qu'elle soit arrivée. Le sale, il me l'a fait faire 3 fois le coup. Puis c'est vraiment pas cool, OK? Vraiment pas. Adam Warlock. Ça, c'est le phénomène Marvel avec les after credit scènes, présenter plein d'affaires qu'ils savent pas s'ils vont les utiliser vraiment. Si on regarde les 6 derniers films, mettons qu'on va rien que prendre, par exemple, quoi ça s'appelait, la gang de Tannant là, qui était immortelle. Là. Les Eternals. Tu peux-tu couper ce bout-là, s'il vous plaît? Comment ça s'appelait les Éternels? Les Éternels. Les Éternels. Ouais, il y a un beau petit lapsus, un beau petit blanc. Il faut jamais oublier qu'il y a un titan qui est sorti de la Terre, on l'a jamais revu. Personne, tout le monde s'en crisse. Puis dans ce film-là, il y a aussi Jon Snow. Puis ils ont présenté le frère de Thanos à la fin. Oui, dans ce film-là, il y en avait beaucoup. Puis il y avait justement le Black Knight qui était là-dedans aussi. Le Black Knight était là-dedans. Puis Blade. Puis Blade aussi, qu'on parle au téléphone. Puis Blade, présentement, il est pogné dans le strike en ce moment. Fait que là, t'as Blade, t'avais le frère de Thanos, puis t'avais le Titan, puis t'avais le... Multiverse of Madness, il y a le personnage à la fin aussi. C'est Charlize Theron qui s'était pointé. Ouais. En plus, c'est Charlize Theron. C'est qu'il se placardent tout le temps dans le tas. Ils ont présenté un Dan Warlock à la fin du deuxième. Martin, il m'a dit, ils ont scrappé ce personnage-là. J'ai fait, oublie pas, Martin, que le deuxième est sorti en 2017 et que, genre, 6 ans plus tard, il fallait qu'il ramène le personnage qui n'a eu aucun impact dans la guerre de l'infini. Et on se rappelle tous que le point fort de la guerre de l'infini avec l'Infinity Gauntlet, c'est quand Thanos a sauté l'univers, c'est Dan Warlock qui était le voir, il a fait comme Thanos, t'as-tu tué tout le monde? Donne-moi le gant. Donne-moi le gant. Parce que c'est ça le livre, là.
Dans le livre, c'est Adam Warlock qui ramène tout le monde. C'est lui qui prend possession du gant de l'infini. Une fois que l'univers est détruit au grand complet, il y a Adam Warlock qui est encore vivant, puis qui check Thanos, fait comme, tu l'as-tu fait, gros cave? Puis quand ils l'ont introduit dans Guardians Volume 2, on pensait tous que c'était en vue qu'il fasse une présence dans Infinity War. Puis je sais pas ce qui s'est passé avec les frères Russo, si on a juste décidé que le casse-tête pognait pas. Mais Ou... pour moi, ça faisait partie de la même gang qu'il y avait eu avec Multiverse of Madness, qui n'avait pas vu WandaVision, puis ils ne savaient pas c'est quoi le story arc de ça. Donc, eux autres, ils n'avaient pas vu Guardian 2, puis ils ne savaient pas qu'Adam Warlock avait été apporté dans l'univers. Le pire, c'est que c'est très possible. Là. D'ailleurs, James Gunn s'est un petit peu gâté là-dessus. Là. En tout cas, moi, je l'ai senti comme ça. Ben, la scène de l'ascenseur avec... il fait comme l'exposition, là, il explique en accéléré ce qui est arrivé à Gamora. Moi, je l'ai vu comme une pointe aux frères Rousseau pour au scénariste d'Infinity War. Là. Il est comme, bon, il y a eu une guerre, tout le monde est disparu, tout le monde est revenu, elle est morte. Il y a plein de monde qui sont morts mais qui sont pas revenus, mais elle est revenue. On sait pas pourquoi. C'est à cause qu'elle est tombée en bas de la colline magique ou parce que la pierre a fait qu'en revenant. Il est en train de le dire. Là, il dit pire que ça. Il dit Magic. Non, mais il dit pire que ça parce qu'à un moment donné, il dit ouais, puis là, je suis venu fou, là, puis j'ai essayé de le frapper, là, Thanos, puis à cause de moi, là, ça a tout foiré. À cause de moi, l'univers a failli être détruit. Et pourquoi il a dit ça, c'est que Gunn a dit en entrevue qu'il en voulait aux frères Russo sur l'interprétation de Peter Quill dans cette séquence-là, qui est sur la planète Titan, quand, à cause de Peter Quill, tout pète parce que il pogne les nerfs après Thanos. Ça lui cherchait un problème, puis ils ont décidé que ça allait être. Puis James Gunn, ça l'a vraiment énervé, ça. Puis de le voir dans Guardians 3, j'ai fait comme, ouais, non, t'as raison, c'est comme. C'est une pointe aux frères Russo. Puis tu vois que possiblement qu'Adam Warlock, c'était pas son choix non plus, puis il a pas été ramené. Ça fait qu'après Adam Warlock, c'est lui qui envoie Rocket Raccoon à l'hôpital. Et tu te rends compte que c'est un projet inachevé, ça fait qu'il y a l'âge mental d'un enfant de 4 à 6 ans. En fait, ce personnage-là s'appellerait pas Adam Warlock, qui aurait été intéressant. Mais du moment où moi, ça m'a gâché un peu l'appréciation de ce personnage-là, de savoir que c'était Warlock. Mais pas rien que ça, il a fallu qu'il ramène les Sovereigns Oui. pour aucune bonne raison dans ce film-là. Ouais. Il était inutile. Inutile, mais à cause qu'Adam Warlock il était obligé de la porter. Sauf que, tu sais, il a fait le pire des choix possibles parce qu'il est obligé de le ramener. C'est-à-dire qu'il en a fait un personnage qui était exécrable, stupide, qui était juste là présent, puis qui a fait une des pires scènes à la fin du film où ce que Peter Quill là, avait oublié ses bottes et son casque. Ah, oui. Non, James Gunn en a parlé, ça. Le casque. Dans le fond, dans le deuxième, il brise le casque. Puis James Gunn avait écrit de quoi pour le ramener. Puis dans Infinity War, il ramène le casque puis il le repète. Puis là, il a dit, un coup qu'ils m'ont fait ça, j'étais comme, je peux pas encore le ramener puis le briser. Ils ont comme volé mon truc. Fait qu'il était pogné avec Peter Quill qui avait plus d'équipement. Tu vois, je me souviens même pas qu'il avait pété son casque. Ni moi. Je me souviens même pas de ça. À quel point 36 films, ça commence à être trop, là. C'est pas que je m'en rappelle, c'est que je l'ai lu aujourd'hui. Ouais. Qui en parlait. Mais c'est vrai ce que tu amènes, parce que vers la fin, moi, ça, c'est le bout. Ça, c'est l'occasion ratée, moi, je trouve, du film. De tuer Peter Quill? Ouais. Ouais, moi, je trouve que ça prenait des balles de faire ça. Je le voyais faire, puis je me disais, j'ai tellement pleuré dans ce petit film-là. Tu sais, il a perdu ses amis, il perd encore son ami. Je trouvais ça beau. C'est quand la dernière fois que Marvel, dans leurs films, puis même dans leurs BD, ont vraiment tué quelqu'un? Tony Stark. Ouais, mais Tony Stark, c'est parce que c'est le gars qui a voulu se placarder. Parce qu'il coûtait trop cher. Ouais, mais Chris Pratt, il est toujours prêt à recevoir un chèque. Ouais, c'est ça. Il a accepté de faire Mario, ça n'avait pas de sens. Parce qu'honnêtement, quand je l'ai vu partir, tu sais, à un moment donné, il vient un moment aussi dans cette scène-là où tu te dis, OK, là, c'est le point de non-retour. Tu sais, je veux dire, il gèle, puis il gonfle. Ouais. Fait que là, tu te dis, OK, il peut pas revenir. Tu sais, il est vraiment mort. Par contre, si je trouve qu'il n'a pas été assez courageux pour le tuer, je le trouve quand même assez courageux de ne pas avoir réuni Gamora et Quill. J'étais content qu'il décide de laisser un statu quo. C'est parce que, oui, le statu quo, mais comme je dis, c'est parce que si tu prends les points faibles du film, l'évolution des personnages, Mantis, elle a compris que c'était une empathie puis qu'elle était capable d'apporter l'amour partout. Drax a dansé. Oui. Quill a fait la paix avec qui il était puis il est retourné sur ses sources. Mm-hmm. Gamora, le personnage était brisé, c'est qu'ils l'ont tourné au départ avec ses Ravengers. Avec les Ravengers. Puis, voyons, Nebula, elle a senti des émotions. Puis Rocket est devenu leader. Effectivement, qu'est-ce qu'il a toujours voulu être? D'une famille, parce que lui croyait plus à ça, la famille. T'sais, je veux dire, dans les 3 films, Rocket a toujours de la misère à être en groupe. Il est toujours de la misère en groupe, puis il a toujours tendance à défaire le groupe. Exact.
À s'auto-saboter, en fait. Elle s'auto-saboter, ça fait que... C'est ce qui arrive, c'est que Gum, dans ce film-là, il a travaillé sur tous les côtés négatifs de leur personnage, puis là, il les a montés en force. Puis c'est vrai, quand tu y penses, que, tu sais, moi, j'étais déçu, puis après, j'ai compris. Tu sais, j'étais déçu parce que je me disais, il a tellement été prévisible sur la mort des amis à Rocket, j'espère qu'il va être autant prévisible sur, tu sais, donne-moi ma fin où ce que Gamora puis quoi sont ensemble, puis ils s'embrassent, puis yeah, tu sais, je vais être content. Mais non. Puis il a décidé de tenir son bout. Puis, il y a des. Tu sais, c'est quand même cool parce que le premier, c'est à propos d'une gang de misfits qui doivent travailler ensemble. Le deuxième, c'est comment ils deviennent une famille, tu sais, au-delà des chums de travail. Puis le troisième, c'est comment ils se séparent pour après avoir comme guéri leurs blessures, puis avoir appris l'un dans. Ah non, attends un peu. Ils Le partent 3, chacun le chemin. Mais le 3, c'est comment on réussit à avoir assez confiance en notre lien qui est tellement fort qu'on peut se permettre de se séparer. Exact, de penser à soi. On, Puis on peut partir chacun de notre bord, mais ce qu'on a entre nous, ça va rester. c'est vraiment, vraiment assez solide. J'ai oublié t'sais. quand même un point important. Je suis Groot. Oui, à la fin, il parle. Oui. Il a dit famille, Oui, je je pense. sais. Il ne parle Il ne pas. parle pas. Gunn a dit dans une entrevue que c'était enfin nous C'est qui le le spectateur comprenait. qui comprend maintenant. Et- Ben, exactement comme Gamora a fait à la fin. exact. Et c'est assez extraordinaire aussi de voir la nouvelle équipe avec Groot qui est une version genre berserk de ce qu'il est dans le film. là. Avec la 28e Captain Marvel. Quoi, il y a un autre Captain Ouais, Marvel? la je petite pense fille, la c'est petite Jenny fille. Bell. là. Ouais, Ah, je la supposé connais être pas. une Marvel aussi. Oh, Ouais, non. c'est une Marvel aussi, parce que vu qu'il a passé de Marvel, Ouais, on s'en va vers ça d'ailleurs. Hein. le film qui paraît que le montage, la réalisation et tout a été une catastrophe. Ouais, c'est vers là qu'on s'en va. Ouais. D'ailleurs, ça me pose la question si on n'a pas vu le dernier bon Marvel, tu sais. Parce que c'était un dernier de James Gunn et il n'y a pas d'autre raison que ça. Ben, là, clairement, ils vont devoir s'assurer pour penser à le truc. Parce que, tu sais, il y en avait un autre tête forte, un peu comme James Gunn, Waititi, qui a fait Thor 4, puis ça n'a pas aussi bien marché. Tu sais, à aucun niveau, là, c'est pas cohérent, ça n'a pas pogné autant que c'était supposé. Là, ils vont devoir se demander, on laisse-tu un peu plus de lousse à nos créateurs, puis on les laisse faire ce qu'ils veulent, ou ben on essaye d'être plus tight, puis de mieux connecter nos choses. Ils ont des grandes questions à se poser. Ouais, là. puis ils perdent tellement d'argent. Rien qu'est-ce qui se passe présentement avec Disney+, ils vont faire la même chose qu'HBO Max. Il faut qu'ils se libèrent de l'argent, c'est qu'ils vont clairer du contenu pour sauver de l'argent. Hey, c'est raide, là. Hey, c'est que, tu sais, les 28 films qu'ils avaient prévus, là, tranquillement, pas vite, là, j'ai l'impression que Ben, la il bonne- y en a qui vont disparaître. Mais la bonne nouvelle pour eux autres, c'est que là, la petite sirène, ça a l'air que c'est pas une catastrophe. Fait que pour Disney, ça, c'est une très bonne nouvelle. Ouais, Parce que c'est attendu avec une brique pas un fanal, ce c'est film-là. là. l'inverse d'un Il Pinocchio. n'y a pas un mot à 4 lettres avec qui commence par W qui va sortir souvent quand ce film-là va Oh, sortir. oui, mais semble-t-il que Ah ouais? c'est pas si pire. Ah, Ça a l'air que c'est pas si pire puis que c'est assez fidèle à l'original. Donc ça... c'est pas comme Pinocchio. Non, absolument pas. Ça a l'air que c'est vraiment, vraiment, vraiment fidèle à l'original puis que on va être impressionné par le casting. Ah, c'est vrai, c'est le dernier qui est sorti qui s'est fait ramasser, c'est Wendy et Peter. Wendy, hey, ça c'est Ouais. terrible. Hein? Je l'ai écouté puis c'est pas écoutable. Ah, il paraît que c'est quelque chose. Ah non, c'est pas écoutable. C'est vraiment pas écoutable. là. C'est une catastrophe. Là. Mais, tu sais, regarde, Ant-Man, là, ça sort la semaine prochaine sur Disney+. Là. Puis ça intéresse qui, là, le revoir? Ben, moi, je vais le voir parce que je l'ai jamais vu. Mais Ouais, j'ai- même j'ai chose. j'ai dit revoir. Revoir. Écoute, j'ai jamais revu Multiverse of Madness. là. En fait, j'y pense, là, puis Guardians of the Galaxy, c'est les seuls films. Le 1, je l'ai vu 3 fois, le 2, je l'ai vu 2 fois. Ah, C'est le un, les je l'ai vu seuls que plusieurs j'ai fois. vu Le deuxième, la deuxième fois que je l'ai écouté en 3 shots, puis j'ai eu de la misère. Le premier, Je suis pas prêt à là, me réconcilier non plus que le 2. le premier, là, je l'ai réécouté au Cinéparc, puis c'était tellement extraordinaire. Puis à chaque fois que je le réécoute, ce film-là, j'ai le même feeling. C'est un film indépendant. T'as pas besoin de Ouais. rien Mais- écouter de Marvel pour l'écouter. Depuis Shang-Chi, j'en ai pas vu 2 fois. Exactement. Je les ai juste vus au cinéma, puis ça finit là. Puis Shang-Chi, je l'ai écouté 2 fois parce que mes enfants voulaient le voir. Ah. Puis j'ai trouvé ça bon. Shang-Chi, pour moi, tu sais, bon quand film. Marvel a fait sa publicité, d'ailleurs, ça c'était bizarre, là, quand ils ont fait leur espèce de publicité autour de c'est le meilleur depuis Endgame. Tu sais, je veux dire, Shang-Chi était quand même très bon. là. Moi, je trouve que c'est encore un très bon film. Le problème de Shang-Chi, il est arrivé après Infinity War et Endgame parce qu'il aurait ajouté à ces 2 films-là s'il avait sorti, Mais s'il moi, était sorti un peu avant. S'il sortait là, les gens l'aimeraient Puis, plus. tu sais, Wong est venu le chercher, puis on ne sait pas parce qu'il était pas dans le multiverse. Il était présenté comme genre un nouveau Captain America, dans le genre possible leader. D'ailleurs, les bracelets, on sait toujours pas ce qui se passe avec ça. Il y avait une espèce de signal
Ah, oh, je viens de te rappeler ça, hein? Ben non, mais c'est ça que je dis. Wong est venu le chercher à la fin parce qu'il avait supposément une mission, puis dans Multiverse of Madness, il était pas là. Oui, bien. Ben, tu sais, il y a des affaires que ça, là. Pensez, Hulk, c'est quand la dernière fois qu'on l'a vu? Genre, il est parti dans l'espace, c'était à la Bon, fin on l'a vu dans She-Hulk. Ouais, c'est ça. Mais, Ils l'ont ramené à la fin de mais She-Hulk, c'est parce mais que- genre... Puis il y a un enfant en Mais plus. c'est parce qu'à cause de l'histoire de Paramount, ils sont pas capables de faire de film avec Hulk. Ouais, je sais, mais tu sais, il pourrait faire comme un... tu sais, comment ça s'appelait? Le Capitaine America, c'est le 4, là, qui est comme un mini Avenger. Ouais, là, Civil qui a War. introduit Spider-Man. Ouais. Puis ça lui prendra un film de même. Là. Ils écriront pas Hulk sur la pochette. Mais tu sais, Mais tu sais, c'est parce que normalement, on est supposé avoir World War Hulk qui est annoncé. Planète Hulk, là? Planète genre? Hulk, Ouais. tu sais, sauf que quand est-ce que ça va arriver? Ben, c'est ça, tu sais, je veux dire, il faut Surtout, qu'on ben, en faut qu'on fait- sorte des 10 Non, non, films attends un peu. d'Infinity War. Tu sais, puis, en fait, Marc, il faut pas qu'il meure à 90 ans, mais qu'il Mais sorte. non, là. mais attends un peu. Il a été fait Planète Hulk. On l'a juste pas vu. Il est revenu avec son fils. Fait que, nous autres, pendant que C'est vrai. Planète Hulk se passait, on écoutait She-Hulk. Non, c'est ça qui est arrivé. Puis à la fin de She-Hulk, il arrive avec son fils. Puis moi, j'étais plus intéressé par ce qu'il avait vécu que ce que je venais d'écouter. Ben, à sa défense, moi j'ai aimé ça, She-Hulk. C'était bourré de Oui. problèmes, j'ai beaucoup de reproches à y donner, mais sérieusement, je pense que c'est l'affaire dans Phase 4 que j'ai préférée. Bon, oui, c'était drôle, mais je te dis juste que, tu sais, quand je l'ai vu arriver avec son fils, je me suis dit, oh, tu sais, un peu comme le gars qui regarde la fille en arrière pendant qu'il marche avec sa blonde, là. Je me suis dit, oh, il s'est passé quelque chose J'aurais là-bas. aimé ça, écouter ce show-là, moi, J'aurais Hulk dans voulu- l'espace. J'aurais voulu savoir Ben, ce qui tu sais, s'est passé. Et c'est comme tous les premiers shows qui avaient sorti sur Disney+, qui présentaient tous les Young Avengers qui sont présentement rendus à 48 ans. Ah, ça n'a pas de bon sens, hein? Dieu, ouais. Si on fait le tour juste pour le fun, là. ils Tu sais, ont- il avait présenté Patriote, le capitaine Oui. Américain Noir, le fils du grand-père qui Oui. était là. Kate t'as eu Bishop. Kate Bishop. Les deux enfants de Wanda. Dans Ant-Man 3, on a eu La fille de- la fille, La fille. de Scott. Stature, dans le fond. Puis c'est vrai, il y a un des fils de Wanda, justement, qui est Wiccan, le magicien. Normalement, dans Secret Invasion, on aurait dû rencontrer Hulkling, qui est une espèce de Skrull aussi, qui devrait faire partie de la royauté. Puis tout ce qui nous manquait avec Kang, c'est l'itération de Kang jeune, qui voulait pas devenir son futur, qui est Iron Patriot, le Iron Man Kang. C'est le seul qui nous manquait avec Kang. Il avait tout été présenté. Mais sur 10 ans. Ouais. Et avec un Kang qui va devoir être casté, là, je vous l'annonce. Castré ça sera ou pas casté? Jonathan Major. Eh ben, il va être casté out. Puis... Ben, en tout cas, il sera pas dans le prochain Creed. Il va retourner où ce qui était au début de Creed en prison. Et moi, je me trouve. Et le pire, c'est que je vais faire une confession parce qu'on est en podcast, là. Mais quand j'écoutais Guardians 3, je me suis trouvé raciste parce que je regardais le méchant et je me disais, crime, il aurait dû le recaster pour Kang parce que crime, ça ferait bien. Tu sais, il y a la prestance du méchant. Je me demande s'il serait pas. Ouais. S'il pourrait pas faire une twist du genre. Ben, ça en était un d'un autre univers. C'est. Je m'avancerais pas à essayer de prononcer le nom de cet acteur. Non, mais je l'ai trouvé- oui. Mais je l'ai trouvé extraordinaire dans ce film-là. là. Ah, il est vraiment cool, mais je trouve qu'il fait. Puis tu sais, pour l'avoir vu parce qu'il joue dans Peacemaker aussi. OK. Puis je trouve qu'il est comme. Il fait plus vieux. Kang, il a une espèce d'attitude. Tu sais, il fait Ouais. jeune un peu comme, mettons, dans trentaine. Tandis que lui, il a Ouais. plus l'air d'un gars genre 40-50. D'ailleurs, salutations à son super maquillage de Robocop 2. Ça m'a fait du bien de voir ça. Puis Peter en fait référence. Là, avec ton masque de Robocop. Avec ta face de Robocop. face de Puis, Robocop. puis parlant de l'attitude du méchant, tu sais, on a parlé du fait qu'il était exécrable, qu'il massacrait des animaux, puis on l'haïssait vraiment, là. Ce gars-là, c'est la personne la plus intelligente de l'univers. Il veut réussir à faire évoluer toute espèce, à puis créer une Terre 2 où ce que tout est parfait dedans. Il crée un petit raton laveur de marbre, puis le raton laveur, tout croche, il est plus intelligent que lui, et ça le met tabarnak. Et là, il veut pogner ce raton laveur pour y enlever ce cerveau pour comprendre pourquoi que son invention, parce que pour lui, c'est une aberration, il n'est pas parfait, puis ce gars-là, quoi, après perfection, il a créé quelque chose d'imparfait qui est meilleur que lui. Et le gars tilt, mais tilt, il ne décroche pas, là. Il est tilté du Ah non, début jusqu'à la fin, là. Il tient, là. Et il dit une des phrases les plus cruelles là, quand Raccoon dit ben, je vais pouvoir aller retrouver mes amis puis partir. Puis là, il dit comment ça, tes amis puis partir? Tu vas mourir puis on va les tuer aussi. Puis là, il fait comme quoi? Puis là, il dit voyons donc, il dit t'es plus intelligent que moi, t'as réglé mon problème puis t'as même pas compris qu'on allait tous vous éliminer. J'étais là, que c'est rough. Ah, c'est vraiment rough. Et sa contre-attaque est une catastrophe. Là.
est vraiment awesome. Moi, là, c'est tellement un moment creepy, awesome. La toune de Fate No More qui décolle, le vaisseau qui arrive, et tu vois tous ces créatures-là, même pas en CGI, là, du Buffy de luxe, là, toutes des masques d'animaux. Puis là, ils regardent le vaisseau arriver, puis j'étais là, où c'est que le film s'en va avec ça? Là? On est où, là? Ils sont absolument pas parfaits, là. C'est comme ça. C'est tout croche, genre, c'est une copie parfaite de la Terre, mais genre avec tous les problèmes. Ta vision de la perfection, c'est une pieuvre qui vend de la dope à des cafards. Ils ont des biens, ils ont du mobile. Là, Oui, c'est ça. D'ailleurs, ça, là, ça, c'est le bout que j'ai trouvé un peu cave. Là. Gamora qui est pas capable de conduire le vaisseau. Alors que d'habitude, il arrive dans n'importe quel style de vaisseau dans ces films-là, puis ils sont tout le temps capables de le piloter. Oublie pas que ces vaisseaux-là n'ont pas d'engrenage. Ouais, puis là, après ça, ils arrivent dans le char, ils sont pas capables de conduire un char. Ben, il était manuel, puis il y a pas, comme je te dis, il n'y a pas d'engrenage. Il donne une maudite bonne raison. Elle fait comme, voyons donc, je suis pas capable de chauffer, c'est toi qui vas chauffer, comment ça fait que t'es pas capable? Tu viens pas de sur Terre. Il dit, ouais, mais je suis parti à 8 ans, pourquoi je comprendrais mieux comment chauffer un char qu'à toi? Mais tu sais, c'est quand même bizarre parce qu'ils prennent le temps de acknowledger ces affaires-là, mais pour tout le reste des autres films, tu sais, je veux dire, ils arrivent toujours devant des affaires qui devraient pas avoir de réponse. Qui devraient pas être capables de faire fonctionner, puis ils sont capables, tu sais, c'est un peu choquant, tu sais. Ben, là, c'est des, tu sais, suspension of disbelief. Un peu comme pourquoi dans l'espace, il continue à respirer pendant un certain nombre de temps, comme si c'était dans une piscine, genre, il tient un souffle et tu congèles. Tu sais, je veux dire, je t'annonce quelque chose, là, si t'enlèves ton casque dans l'espace, dans Star Wars, c'est fini instantanément. Dans Star Wars, ils sont sur des astéroïdes avec un masque de chirurgie avec un petit tube, là. Ben, la cape à Darth Vader flotte, pis elle a du vent dedans. Quand il regarde le Tentative 4 quitter, il y a du vent dans sa fucking cape. Puis il faut voir que quelqu'un m'explique comment Léa se pousse avec la force. Ah, mais ça, c'est Mary Poppins. Croisé, ça va arriver. Donc, c'est la magie. Mais bref, c'est ça. Faut pardonner ces petits moments. Ouais, je pense que oui. Hey, en terminant, est-ce que ça vous... Bah, toi, je le sais, tu vas dire oui. Oui. Maintenant, on l'accueille à bras ouverts chez DC. Il n'y a plus besoin de faire de la pub pour l'ennemi. Je sais pas pourquoi je pose cette question-là. Je vais en poser à Alan, OK? Parce que je risque d'avoir une réponse plus raisonnable de la part de Alan. Parce que moi, j'ai eu ce feeling-là quand je suis sorti. Un peu comme une rencontre avec ton agent de finance, là, avec ton gars aux finances, là, qui t'a dit que tu vas être correct, que tu vas pouvoir t'acheter une... Je me suis senti rassuré pour Superman Legacy. Moi, je vais faire confiance aux critiques. Va chier. Nice call. Va chier. Non, mais sérieux, ça t'a-tu rassuré? Est-ce que t'as les mêmes craintes pareilles? Parce que Superman, c'est un de tes personnages. C'est ton personnage préféré, je pense. J'ai toujours autant de craintes parce que ce gars-là, il est capable du meilleur comme du pire, donc... Quel James Gunn on va avoir avec Superman? C'est la question qu'on se pose. Effectivement. Même si c'est pas vengeux, il peut pas comprendre Superman autant que Snyder. C'est dur à faire à ce niveau-là, mais à ce niveau-là, j'ai pas de problème. Moi, c'est tout ce qui va l'entourer alentour. Comme... Ben, tu sais, Jimmy Olsen, ça va être un comic relief qui va être désagréable. Comment il va apporter Lois, parce que Lois au cinéma a été reconnue comme une dyslexique qui a tendance à pas se mêler de ses affaires puis se mettre dans des situations impossibles. Zack Snyder a fait créer une téléporteuse dans le crawler. Puis aussi qui avait du sang de poisson, je sais pas trop quoi, parce qu'elle pouvait pas geler, là, mais c'est un personnage parce que c'est Lois. Peux-tu te débarrasser du chat derrière toi? Mais c'est parce qu'il aime mon sac. Bruit, c'est terrible. J'avais Han Solo congelé tantôt, puis on a le chat qui gratte après le sac. C'est ça, c'est parce que tout le personnage, le casting qui est à côté, Perry, qu'est-ce qu'il va en faire? Et est-ce qu'il va en faire un J. Jonah Jameson? Ben, moi, c'est drôle, j'aurais donné une autre chance à Laurence Fishburne, qui s'est clairement pas illustré dans ce rôle-là. Eh mon Dieu. Ben, en fait, c'est pas de sa faute. Qui s'est illustré dans ces films-là. Oui, mais je veux dire, c'est pas de sa faute. Il aurait pu être un très bon Perry Wright. Ben, tout comme Henry Cavill, il avait le physique de l'employé, ils ont rien que donné rien avec quoi travailler. Ah, mais tu sais, c'est ça qui arrive, c'est que travailler Superman sur ce qui est supposé d'être, quelque chose qui représente l'espoir, The American Way, oui, fine, ça va dépendre qui va se caster, mais c'est tout ce qui va l'entourer dans l'humour. Il peut tout scraper là. Et aussi, Superman, ça va dépendre encore du vilain qu'il va apporter, parce que, tu sais, ça serait peut-être qu'il emmène Brainiac. Ouais. Sauf qu'il faut pas qu'il ramène Zod, puis il faut pas qu'il ramène une niaiserie aussi, là. Tu sais, il s'est battu contre une île dans son avant-dernier film, là. Oui, parce que Richard Donner a jamais été capable d'y donner un ennemi qui était à la hauteur de ce qu'il était capable de faire. Ben, Zod... C'est le problème de Superman. Sauf que c'est ça. Mais il est pas écrivable. Return, c'était un foutu... C'était une île, puis l'île était supposée d'emmener Brainiac dans le deuxième.
Sauf que c'est jamais eu lieu, sauf que c'est ça. Mais tu sais, je te rappelle qu'il y a eu mal à cause d'un cristal de kryptonite, mais après ça, il y avait à peu près 250 millions de tonnes de kryptonite sur le dos, puis il a été capable de le crisser dans l'espace. Moi, mettons que j'avais deux vilains que j'aimerais, là, puis que je pense qu'ils auraient du sens pour le film. Soit Metallo. J'allais dire Metallo, moi aussi. C'est facile d'écrire quelque chose qui a du sens, puis sinon, Bizarro. Là, c'est peut-être plus compliqué. Mais Bizarro, genre, c'est parce que James Gunn serait capable de le faire. Parce que, encore une fois, là, il embarquerait peut-être trop sur son côté absurde, puis ça pourrait faire mal aussi. Puis on peut pas Sauf que, tu sais, Corbin, c'est un méchant qui est super facile à utiliser. Tu sais, même Smallville l'avait bien apporté. Ouais. Donc, il est facile à porter. Tu sais, genre, le grand vilain, puis le grand problème de Superman, c'est la kryptonite. Puis, tu sais, Metallo, c'est comme une bonne manière de l'intégrer. Tu peux pas avoir rien qu'un bâton de kryptonite qui fait rien, mais Metallo, c'est comme un bon entre-deux. De Lex Luthor pour en faire vraiment un trou de cul total, parce que en général, c'est souvent lui qui est en arrière de tout ce qui se passe avec Corbin. Mais est-ce qu'on a encore Lex Luthor? Même présentement, dans la run actuelle, Lex Luthor utilise encore Corbin. Mais est-ce qu'on a encore besoin de Lex Luthor? On l'a pas assez vu? Ben, on a toujours besoin, parce que si Superman est plus loin dans sa vie, Lex Luthor est plus loin. C'est parce que, tu sais, les chicanes intestines qu'ils ont eues, peut-être c'est à côté, Lex Luthor qui est en haut de sa tour, puis les deux... ils existent puis ils coexistent parce que 90% du temps, Lex Luthor et Superman coexistent. Ouais, c'est ça. Ils sont pas tout le temps en train de s'affronter. Là. Ils ont comme d'autres affaires à gérer. Fait que tu peux l'avoir comme ça aussi. Là. Tu peux faire un Lex Luthor qui n'y a qu'une présence en arrière. Puis on sait que c'est lui qui tire les ficelles, mais il y a d'autres chats à fouetter. Ça pourrait être intéressant. Bruce Wayne, c'est autre chose. Ça pourrait être intéressant. En tout cas, moi, ça m'a redonné espoir. J'ai bien hâte de voir son Superman Legacy. Puis j'ai hâte de voir qui ils vont caster comme Superman surtout. Puis, Gunn a cette tendance de certains réalisateurs comme Burton et autres d'amener ses castings. Là. Puis il l'a déjà dit, les gens lui ont demandé, y a-tu des acteurs de Guardian qui vont te suivre dans Superman? Puis il a dit oui. Puis des Peacemakers aussi. Puis de tous ces projets qu'il a fait, il y a toujours des acteurs qui les suivent. Tu sais, quasiment toute son équipe de DC a apparu à un moment ou à un autre dans Guardians. Dans le troisième. Ratcatcher était là, sa femme était là. Honnêtement, ce qui serait cool, là, parce que James Gunn a la possibilité de caster Lex Luthor le plus awesome du monde. C'est-à-dire? Son meilleur chum. Qui? Michael Rosenbaum. Qui était dans le film, d'ailleurs. Oui, il était là. C'est le personnage de Cristal, qui était dans le deuxième aussi, avec Sylvester Stallone qui était revenu dedans. Parce que, tu sais, il y a possibilité. Mais vous dites, mais tu sais... C'est pour moi le meilleur Lex qu'on a jamais eu. Ben, personnellement, qu'il avait pogné son côté enfant et naïf puis le crissé dans le foyer, là, j'avais trouvé ça hard pour étirer TV de la CW, moi. Moi, ce Lex Luthor-là, pour moi, c'est le... Bon, à part la finale, là, quand ils l'ont ramené puis que là, il était moitié dans une espèce de cuve de je sais pas trop quoi. Là, mais non, ça, c'est pas le vrai. C'est parce que Michael Rosenbaum a voulu quitter la série. Ça. Il était carré de se raser la tête, il était carré d'être en Vancouver, puis il voulait tomber dans une sitcom, parce qu'à l'époque, dans une sitcom, tout le monde faisait des shows de 20 minutes puis gagnait 1 million par épisode. Il a voulu se lancer là-dedans, ça n'a pas vraiment marché. Mais fine, il avait le droit de quitter. Sauf qu'il est vraiment revenu dans le dernier épisode de la saison 10. Oui, c'est ça. Mais il y a eu une partie où Lex revient, mais c'est pas lui. Ouais. C'est un genre de Darth Vader dans son Bacta-tank. Effectivement, c'est parce que c'est un problème. Il fallait qu'il le ramène de certaine façon parce que le show, en l'ayant perdu, a souffert. Ça marchait plus. Ça marchait plus. Sans Michael Rosenbaum, le show a marché une sacrement de vol. Puis j'aimais beaucoup Lionel. Le personnage qu'on avait apporté du père de Lex. Qui est devenu Darkseid à la fin, là? Ça, je me souviens plus de ce bout-là. C'est lui qui est devenu Darkseid. Parce que ça avait le problème d'une saison, il était vilain, une saison, il était gentil. Mais la fin de la saison 3, là, quand il fait sauter Chloé, qui visiblement était en train de faire une orgie à l'intérieur de sa maison, tu sais, je veux dire, avec le Requiem de Mozart qui joue, là, puis il se fait raser les cheveux en prison, puis là, on se posait tous la question, est-ce qu'on a été dupés? Puis c'est vraiment lui, Lex. Le vrai Lex, ouais. Tu sais, genre, il va tuer son fils, puis il va prendre son identité. Je trouvais tellement qu'il allait à quelque part de hot. Tu sais, c'est genre quelque chose qu'on n'a pas vu venir. Tu sais, puis c'était Glover qui le jouait. Quel acteur, tu sais. Je veux dire, là-dedans, il était écœurant, mais un peu comme tu viens de dire, là, il redevenait gentil. Il n'y a pas un bout où il a sorti avec la mère à Superman aussi? Oui. Ouais. C'était des montagnes russes, Smallville. Ouais, Smallville, ça n'a pas toujours été très bon. Il y a eu des moments où c'était... C'était plus souvent qu'autrement mauvais, surtout plus ça avançait, mais il y avait toujours, tu sais, mettons, 5-6 épisodes awesome dans cette saison. Mais pour moi, les 3 premières saisons sont extraordinaires. À quelques exceptions près, là. Tu sais, je veux dire, quand il découvre sa Hate Vision, quand il découvre... Tu sais, quand il découvrait ses pouvoirs au fur et à mesure...
Hey, c'était hot, là. Puis, Ben, c'est un show qui aurait mérité sérieusement, 5 saisons. le meilleur, là, c'est qu'il a tiré son cristal, puis il a fait monter sa forteresse, puis que pendant l'été, là, ils ont collé leur avocat, puis ils ont fait « Puis, comment ça va avec la famille Seagal? » Puis ils ont raccroché. Problème n'est pas réglé. Oups. Oups. C'est parce qu'on vient de sortir la forteresse de la solitude. Ouais, tu peux vraiment pas encore dire Superman. Il peut savoir une cape? Non. Il peut-tu mettre un t-shirt bleu? Pas encore. Puis tu sais, rappelez-vous comment cette série-là nous donnait du gros fanservice, mais tu sais, assumé. Christopher Reeve jouait dans la série. Ouais. Margot Kidder a joué dans la série. Tu sais, comment il s'appelle? Marlon Brando était décédé, mais ils ont ramené Terrence Stamp qui jouait le Zod. C'est lui qui faisait son père dans la série. Ils ont ramené sa mère, c'est elle qui jouait la Nana dans Superman 3. Tu sais, c'est comme... Son père était shérif Fais-moi peur, je me trompe pas. Ouais, mais ça n'a pas de lien. Mais c'est vrai que, tu sais, ils ont fait... Puis, ils ont tellement essayé... Rappelle-toi toute la discussion autour de Adam Knight. Oui, il était supposé amener Batman éventuellement. C'était Batman. T'sais, quand tu réécoutes ces épisodes-là, c'est Batman. Ben, en fait, Oliver Queen et Batman. Exact, c'est ça. Ils ont pris les histoires de Batman puis ils les ont données à Oliver Queen. Puis, c'est vrai que c'est deux héros qui se ressemblent, le Batman et Green Arrow. Mais c'est vrai qu'ils ont touché à plein de choses. Je veux dire, c'était les premières fois, je pense, où on voyait ça aussi. Des trucs du comic qui se ramassaient à l'écran, même si c'était des fois un peu maladroit, des fois un peu trop dilué, on va dire ça comme ça. Là. Mais quand ils ont... C'est pas... GSA qui s'est ramené là-dedans. GSA, oui. Oui, puis t'avais pas Brainiac, c'était de Buffy, le là. gars de Buffy, oui, c'était... James Master. Ouais. Ça, c'était-tu hot, ça? C'était vraiment bien fait. Il faisait un de ses profs à l'école. Ah, c'était super cool, saison 4, 5, dans ces alentours-là. Moi, je me souviens de la saison 4, à un moment donné, quand ils ont introduit Lois. Puis qu'à la fin de cette saison-là, il vole pour la première fois, mais c'est pas Superman. Il est comme triggeré par son père. Puis son père, Jor-El, c'était louche comme relation. Là. C'était vraiment malsain comme relation avec son héritage kryptonien. Tu sais, overall, là, si tu prends juste ce qu'il y a de bon dans cette série-là, puis t'en fais, mettons, 4 saisons, là. Ben, bienvenue aux les shows de 24 épisodes. Il y avait deux problèmes. N'importe qui tripe sur X-Files, là, tu peux décider de te faire beaucoup de coupures là-dedans. Même si quelqu'un qui écoute Star Trek, là, mettons que quelqu'un de nos jours veut écouter Star Trek, tu vas sur Internet puis tu dis quel épisode je vais écouter. Absolument. Tu tapes pas ça au grand complet. Là. Non, absolument pas, parce que c'est ça, t'avais ce qu'on appelait le phénomène Freak of the Week, là. Ouais. C'était le méchant de la semaine. Puis oublie pas l'épisode en noir et blanc, la comédie musicale. Oui, c'est vrai. Puis dans le passé. Pour avec une histoire dans le passé, ça revient tout le temps aussi. Tiens, on fait un lien avec Star Trek parce que, évidemment, on l'avait fait, je pense, avec Jean-Nic, on t'avait fait une espèce de liste de des premières saisons à écouter. Quels épisodes... genre la seule affaire de Star Trek que j'ai écouté dans ma vie, là, genre 5-6 épisodes. C'est ça, Mirror, puis... celui où il se bat contre une bobite. Amok Time, puis ces affaires-là. On t'avait fait une liste, là, Balance of Terror, The Doomsday Machine. En tout cas, on avait fait une liste, tu sais, puis c'est un peu comme ça qu'il faut écouter aussi The Next Generation. Puis c'est le même que j'ai écouté... Ben moi, Voyager, je l'écoutais au jour le jour parce que je le suivais à cette époque-là, donc je les ai tous vus. Mais aujourd'hui, quand je me suis retapé Voyager il n'y a pas si longtemps, puis écoute, il y a des saisons que je me suis tapé 2 épisodes, genre, pour pouvoir avancer... Tu sais, prendre juste les épisodes où ils avancent l'histoire. Le premier épisode puis le dernier de la saison. Tu sais, pour voir l'histoire avancer, tu sais. Bon, maintenant, on n'a plus ces formats-là. Picard en était à sa 3e saison. Moi, j'avais décroché après la première parce que c'était exécrable. La première saison, ils ont voulu nous donner Picard sans nous donner la suite de Next Generation. Il était amiral, il était dans son vineyard. Vineyard, puis il parlait que de son vin. Puis là, il y avait une théorie d'androïde. Ils ont ramené Data pour mieux le tuer. Ouais, mais l'histoire de Song, qui est comme le créateur du début, peut-être. En plus, c'est un gars qui vient du 21e siècle, là. Ah, ça m'a mêlé, puis je le comprends pas encore. La première saison, j'ai trouvé lourd, j'ai eu de la misère à suivre, puis Song, je le cache pas encore. Puis en plus de ça, ben là, Picard meurt, mais il revient en robot, mais en robot pas fort, parce que... Parce qu'il y a 90 ans. C'est n'importe quoi. Puis... J'avais trouvé Patrick Stewart diminué. Sa voix a changé. Il a l'air d'un vieillard. Ça n'a pas l'air facile. Puis j'étais triste. J'écoutais ça, puis j'étais comme... Tu sais, moi, ça fait 20 ans que je le suis. Il se tape des putes, il prend de la coke, il est toujours à côté de la traque. Je ne suis pas dans la bonne épicerie TV. Non, t'es pas dans la bonne série. Désolé. Mais n'empêche que quand on écoutait ça,
La prémisse qu'ils nous avaient fait, c'était pas de suit, pas d'Enterprise, puis pas le moins possible d'acteurs de la série, parce qu'on veut vous amener ailleurs. Ça a été une catastrophe. Ah, sérieusement, c'était du grand n'importe quoi. Puis son casting aussi qui l'entourait. Tu sais, une chance qu'il avait ramené Seven of Nine pour avoir un point commun. Parce que tout ce qui tournait alentour, le capitaine, le pirate, avec ses 28 personnalités holographiques dans son vaisseau, c'était du grand n'importe quoi. La scientifique trop émotive, c'était lourd. Oui, puis là, elle est devenue Borg Queen dans saison 2. Là, Ça, sérieusement, elle passe la moitié de la saison avec une robe rouge, là. À cruiser tout ce qui se passe, puis en étant une femme assumée, puis c'est comme là qu'elle devient de Borg. La deuxième saison, là, c'est tellement mauvais du début jusqu'à la fin. Là. Et tout ce qu'on ressentait, c'était, vous êtes en train de rire de nous autres, c'est pas ça qu'on veut. C'est pas ça qu'on veut. Ce show-là fonctionnait parce que vous étiez une famille, parce que vous étiez sur l'Enterprise, parce qu'il y avait des missions, parce que. Quand la saison 3 est sortie, j'ai même pas prêté attention. Même pas. Puis ils nous avaient annoncé le retour du cast. Puis je m'étais dit... Trop peu, trop tard. Martin, il est comme moi, il en a entendu parler au même moment. Au moment où ils ont prononcé un mot, puis ils ont dit D à la fin. On va le spoiler, nous, parce que je pense que ça a circulé partout. Là. Oui. Quand j'ai vu l'Enterprise D revenir, j'ai fait... Est-ce que j'écoute juste cette scène-là comme je fais avec The Bad Batch, ou j'écoute juste des scènes que je trouve cool parce qu'ils sont en somme, ou je me lance dans la saison complète? Puis je me suis lancé dans la saison complète. Meilleure décision de toute ma vie. C'est du bonbon du début jusqu'à la fin. Je pense qu'il y a que l'épisode Surrender que j'ai trouvé lourd. Je pense que c'est l'épisode 7 ou 8. Là. Tu sais, avant où justement qu'il décide c'est parce qu'il abandonne tout. Là. Il y a eu cet épisode-là, c'était comme un creux qu'il fallait qu'il apporte, mais qui était beaucoup trop long. Mais c'était du bonbon. C'était extraordinaire. L'humour, la façon dont il amène tout son équipage, les vaisseaux qui sont des vaisseaux de Star Trek, là, pour vrai, là, je veux dire, il passe la saison complète sur le Titan A, qui plus tard va, en tout cas... Puis, tu sais, il commence la saison avec un capitaine de vaisseau là, qui a l'air d'un jackass corporatif, là, hein. Et que finalement, il les haït, mais en même temps, tu te rends compte qu'ils les admirent. Parce que, c'est à chaque fois qu'il leur parle, il fait encore, bon, j'ai rembarqué le bord de l'équipage qui a pété plus d'entreprises, qui a pété toutes les réglementations de la Starfleet au grand complet. Puis, t'as toujours Picard fait comme, ouais, bon, on a sauvé l'univers au grand complet. Il fait comme, ouais, mais t'as jamais rien respecté. Tu sais, genre, il les déteste. Tu sais, là, genre, mais le il plan... les déteste, mais il les admire en même temps. Il y a comme une contradiction avec le gosse parce qu'ils ont peut-être tous les protocoles de Starfleet, mais c'est les plus grands héros qui ont jamais existé. Tu sais, même Kirk, par rapport à Picard, il est bien des steps en bas. Puis pourtant, c'est le gars qui a fait la paix avec les Klingons, là. Et c'est magnifique parce qu'ils arrivent sur le vaisseau, le Titan, puis leur plan, c'est de les berner à changer leur trip, qui est un trip de routine, là. Puis changer la destination en leur faisant croire que c'est pour tester ton vaisseau, tout. Mais le but, c'est d'aller rejoindre Beverly Crusher, qui est pogné dans un truc, puis qui a appelé à l'aide le Jean-Luc Picard. Fait que là, ils sont autour de la table, puis là, ils disent on a un plan, on va changer votre destination, blablabla. Puis tu sais, comme spectateur, tu te dis ça va marcher, tu sais, c'est Jean-Luc Picard. Le capitaine est en train de manger. Non. Puis, tu sais, encore pire, il les invite à souper à sa cabine, puis il les a même pas accueillis dans son vaisseau. Il pointe dans sa cabine, puis il la regarde, puis il est en train de manger, il fait comme, tu les as même pas entendus, il fait comme, pourquoi? Vous êtes qui? C'est comme, non, je vous ai laissé une cabine comme toutes les autres. Allez faire de dos, on s'en va où est-ce qu'on est supposé aller. Genre au crew-deck, ils s'en sortent complètement. Là. Ils s'en tabarnak, là. Mais ils prennent quand même, possession du vaisseau éventuellement à cause que Seven of Nine, qui est redevenu une personne de Starfleet, qui fait du sens, là, que, elle agit comme numéro 1 sur ce vaisseau-là. Bon, ils rentrent en guerre contre les Changelings. Ils se ramassent à un moment donné. Il y a un superbe 2 ou 3 épisodes où ils sont dans le vide. J'ai passé une demi-heure sur Wikipédia parce que je n'ai pas écouté... DS9. Deep Space Nine. C'est le Dominion Noir, c'était dans DS9. Sérieusement, j'avais aucune idée. C'était quoi la guerre du Dominion contre les Changelings? Ça fait que, je pense que j'ai lu au moins 3000 mots en montant là-dessus. Ça a été une bonne lecture. J'avais que de vagues souvenirs, puis ça m'a pas dérangé parce que c'est tellement awesome. Les 3 épisodes où ils sont dans un vide, là, où le vaisseau est en train de se cracher tranquillement, pas vite, puis ils sont prisonniers du vaisseau, puis ils vivent tous leur moment, là. Puis, tu sais, c'est parce que c'est une série, là, la deuxième saison parlait beaucoup de la connexion entre les humains puis les personnels, puis ça avait tes amis tous. Puis là, tu avais eu le clash parce que tu as eu Jean-Luc Picard qui venait de découvrir qu'il avait un fils, que lui, il venait de l'apprendre, ça faisait 3 heures, puis ils vont mourir.
sais, il aurait genre 5 heures à vivre. Puis de l'autre côté, t'as Riker, que lui, il a un fils qui avait une maladie incurable, puis qu'il a perdu ce que lui, il a vécu son deuil de son fils. Ça fait que tu as eu le conflit du gars qui vient de connaître son fils, qui veut pas mourir, tandis que l'autre qui a vécu son deuil, puis qu'il était prêt à accepter la mort. Puis c'est hot, parce que quand tu dis qu'il reste 5 heures, c'est que le vaisseau est comme en spirale, en train de s'enfoncer dans un trou noir. Ça fait que Il reste plus d'air. Il y en a un qui est prêt à tout faire pour péter l'ennemi pour réussir à sortir de là, puis l'autre fait comme on peut pas faire ça parce que si on utilise ça de nos ressources d'un coup, là on a vraiment plus de chance de s'éveiller. Ce qui finit par écouter Jean-Luc Picard, il utilise 100% de leur énergie, finalement ils se font péter, plus de moteur, plus rien, ça fait que Hydra. Puis il dit, ben on attend. On attend. Puis tu sais, il n'y a plus de combativité. Il a fait je t'ai écouté, mon Christ. Puis en plus, tu sais, c'est Picard, il est plus un amiral. Il l'a droppé à terre, puis il a le sac dehors. Mais c'est incroyable. Tout est bien travaillé. Une belle scène, là. C'est tellement une belle scène parce que ça montre à quel point, tu sais, au début de la saison, Picard est relentless, puis le capitaine Shaw, c'est ça qui dit, tu sais, vous avez tout pété, puis vous avez toujours réussi parce que vous avez tout pété. Mais cette fois-là, il prend la décision, puis ça marche pas. C'est la fois où ça marche pas. Jean-Luc Picard reste quand même sûr de dire, même si on pète un autre Enterprise, il reste encore 20 lettres à l'alphabet. Ils finissent par se sortir de là, et là, tout le crew embarque. Là. La Forge, Worf, Data, ils trouvent le moyen de retrouver Data. Puis ils font un peu comme Guardians of the Galaxy, on en parlait tout à l'heure, ils réussissent à reprendre ce qu'ils n'ont pas le choix d'incorporer les 2 premières saisons parce que, bon, il faut qu'il y acknowledge que c'est arrivé, là, tu sais, mais ils le font bien, tu sais, ils en font pas quelque chose de... Tu sais, ils font juste dire, bon, en passant, là, il est arrivé ça dans la saison 1. Mais en tout cas, regarde, on continue, tu sais. C'est plus à propos de ça, mais ça reste. Et là, on parle de la scène, Jean-Luc. La scène qui aurait fait envoyer des rivières de sperme à tous les fans de Star Wars si c'était arrivé comme nous, on pensait que ça allait arriver. L'équipage de l'Enterprise D entre sur le pont de l'Enterprise D. Tous là. Tous réunis. C'est quoi l'Enterprise? C'est l'Enterprise. C'est leur vaisseau. C'est le vaisseau de la série TV. La lettre D. Oui. C'est leur vaisseau. Que tout le monde C'est leur vaisseau de la série TV, il y a au grand complet, puis ils l'ont pété dans First Contact. Non, dans Generation. Dans Generation, ils l'ont pété, ouais, c'est vrai. Sur Viridian 3. Ouais. Ils séparent la saucer du il crache sur la planète. Il crache sur la planète. Ils retrouvent leur vaisseau à eux. Geordi a repogné la saucer, puis en temps libre, il l'a arrangé. Puis la raison pour laquelle ils vont le chercher, c'est que tous les autres vaisseaux de Starfleet ont une nouvelle technologie qui se connecte entre eux, puis les Borg sont en train de les assimiler au grand complet. Fait qu'ils n'ont plus de fleet. Mais là, celui-là, il a pas cette technologie. Mais lui, il a pas ça. C'est un vieux vaisseau. C'est la joke d'un certain film de super robots. Ils vont analogue. Exactement. Ouais. Exactement. Et il nous donne la scène qu'on aurait voulu voir dans Star Wars. Tout l'équipage dans le Faucon Millennium. Ils nous ont privés dans Star Wars de ce moment-là entre Han Solo, Leia et Luke. Dans le Falcon, puis qui s'en vont quelque part. C'est là quelque part, probablement, dans Star Wars, mais tu sais, ils l'ont comme oublié, là, entre le moment où il faut qu'ils passent le flambeau, non, ils la nous nostalgie. Ils nous en ont privé. Elle est morte. Ça n'arrivera plus jamais. Ouais. Puis c'est fait, c'est écrit. C'est irréparable, ce qu'ils ont fait. Ils ont beau écrire les comics qu'ils veulent, les livres qu'ils veulent, les dessins animés qu'ils veulent. Carrie Fisher serait pas morte, puis je suis convaincu qu'un certain Han Solo serait pas venu un fantôme à la fin d'un certain film. En plus? Tu sais, Harrison Ford, je suis convaincu qu'il l'a fait de bonté de cœur à cause que Carrie était morte, puis qu'il avait besoin d'un personnage pour le remplacer. Tu sais, lui, il a été chercher son chèque, puis il l'a certainement fait pour la fille. C'est sûr qu'il l'a fait pour la fille. C'est sûr et certain qu'il l'a fait. Mais on nous a privés de ce moment-là qui, autant cliché ça puisse être, c'était nécessaire de l'avoir. Au moins, peut-être 15-20 secondes. C'était incontournable de le faire. Puis c'était aussi laid, aussi cheap qu'à l'époque. Et puis, ils en ont même fait une joke, parce que, veux pas, c'était un vieux set de tournage des années 90. C'est un vaisseau spatial, puis il y avait du tapis à terre. Tu sais, il fallait qu'il passe l'aspirateur. Et t'as Picard, fait comme, wow, t'as même gardé le tapis. Picard, il dit, non, il dit pire que ça. Il dit, vous savez, c'est juste en arrivant ici que je me rends compte de la chose dont je me suis ennuyé le plus. Le tapis. Puis là, tout le monde fait comme, oh, wow, il va dire, genre, l'esprit de groupe, la famille, le tapis. Et là, il nous donne, mais là, le gâteau au beurre au complet, là. Là, il nous le donne. Tout le monde à sa place, comme dans la série. Ils portent-tu le saut? Non, ils ont un genre de saut un peu modifié. Picard s'assoit dans sa chaise. Set a course for Hurt. Engage! Et là,
avec tout. Puis tu vois le vaisseau revirer, puis tu fais comme, oh mon Dieu. Et pendant qu'il s'en va sur Terre, il se rend compte que le cube Borg avait survécu, finalement, il est caché dans les nuages de Saturne. Et là, il change course. Et là, t'as l'Enterprise D qui se pointe devant un cube Borg. Et là, c'est l'équipage originel qui a pété les Borg au grand complet, mais cette fois-là, ils n'ont pas de flotte pour le faire. Ils sont tout seuls. Et là, ils nous sortent quelque chose qui est absolument pas Star Trek parce qu'il lui reste 1 heure avant de finir la saison. C'est-à-dire piloter un vaisseau comme dans Star Wars. Ils font le Death Star. Il faut qu'il ait fait péter le corps, puis Data, à place de dire I got a good feeling about it, puis plutôt un bad feeling, fait comme je le sens dans mon gut ce que je suis capable de le faire, parce que là, présentement, ils ont réussi à le ramener, mais 100% humain. Puis il dit, je le sens, je suis capable de le piloter, puis de me rendre à l'objectif. Et là, ils font Star Trek Return of the Jedi. Et ça fait aucun calice de sens, parce qu'il n'y a jamais un vaisseau dans Star Trek qui a fonctionné comme dans Star Wars. Comme ça, ouais. Ça marche pas de même. Parce que tu sais que Enterprise, le nom vient de où? C'est des porte-avions. C'est des porte-avions américains. Non, c'est des porte-avions. C'est des porte-avions américains. Ça fait pas ça, là. Dans Star Trek, c'est des vrais ships. Puis ça se navigue comme un ship. C'est ça. Ça peut pas, c'est pas un chasseur. Puis sérieusement, quand tu vois tous les autres films de Star Trek, série TV, quand ils se prenaient contre un oiseau de proie, là, hein, c'est Battleship. C'est à peu près comme si t'avais un gros porte-avions puis tu te fais attaquer par une gang de sidous. Eux autres vont tourner alentour de toi puis t'as l'air d'un jambon parce que toi t'es prêt à le tourner. Ben c'est ça. Mais Star Trek, ça a toujours été ça. C'est un Battleship. Oui. Puis ça te prend 5, 6, 7 personnes juste pour le minimum, là. Puis tu sais, charger les weapons, puis les torpilles à protons sont chargés manuellement, puis c'est des bateaux. Mais là, écoute, ils te font une affaire de X-Wing, là. Ça n'a pas de bon sens, tu sais. Puis Data le fait tout seul, en plus. Et là, tu te dis, il était pas genre 1000 sur ce petit vaisseau-là pour le faire fonctionner. Puis là, lui, il est tout seul à sa console. C'est comme là, ça marche pas, là. Ça fonctionne pas. Fait que, les fans sont contents, mais ils acceptent ce petit moment-là. Ouais. Pas Star Trek. Tu sais, quand j'ai vu ça, j'ai fait comme, écoute, là, ils m'ont tellement fait. J'étais encore en train de m'essuyer sur la scène d'avant. Fait que j'ai pas vraiment eu le temps de l'écouter. Je le pardonne. Mais de toute façon, Worf est tellement malade dans cette série-là. Puis ce qui est drôle, c'est qu'ils ont réussi à garder le même humour qu'avec Riker. C'est que dès que Worf dit de quoi, là, ben, t'as Riker qui est comme hors ton, là, puis Random qui le casse toujours sur de quoi. La chimie fonctionne, puis tu vois que le monde avait du fun. Je pense que c'est ça. Le team, mais si tu parles de la femme de Picard, là, elle n'existe plus. Ah non, c'est pas, non, j'allais te dire que ils ont tellement bien réussi. Ça devrait être en fait un manuel d'instruction pour les nostalgiques. Parce qu'ils ont coché toutes les cases. Et à la fin, au lieu de nous faire le grand sacrifice, là, c'est-à-dire que là, on va tuer tout le monde, ou on va en tuer 2, 3, ou on va s'assurer que c'est vraiment fini. Non, ils finissent la mission, puis ils s'en vont jouer au poker ensemble. 1 an plus tard, mais on sait pas ce qui s'est passé encore avec la on s'en colle, c'est pas grave. Okay, c'est vrai. Mais je veux dire, ils sont tous autour de la table, puis ils jouent au poker comme dans le temps. Puis tout de suite après, ils nous présentent l'équipage de Star Trek Legacy. Et ça, là. Il nous présente le personnage aussi qui était mort dans saison 2 que Martin n'a pas écouté. Exactement. Mais là, ça, c'est quelque chose, parce que là, ce qu'on comprend, c'est... Bon, on va le spoiler, là. Puis si vous voulez pas l'entendre, coupez-le, puis vous reviendrez plus tard, là. C'est que à la fin de la série, Picard et Crusher, avec leur enfant, parce qu'ils découvrent qu'il y a un enfant dans cette série-là, s'en vont donc porter son enfant pour son premier assignement à un vaisseau. Puis là, Picard, il dit à Picard, il dit, attends bien de savoir sur quel vaisseau je suis. Puis là, il arrive, puis c'est le Titan A, le vaisseau qui a servi à toute la saison, à part le Enterprise D, tu sais. Puis là, Picard fait, le Titan A, c'est sûr, tu sais, c'est hot, qui te place là avec Seven of Nine, qui est devenu le capitaine de ce vaisseau-là. Et là, son fils, il dit, non, attends un peu, il a été renommé. Et là, tu voles au-dessus. Puis là, tu commences à voir le 1, 0, 7, 1. Puis après, tu fais NCC 1701. Oh, fuck, c'est l'Enterprise. Enterprise G. Et là, tu fais comme, oh mon Dieu, on a été sur l'Enterprise tout le long de la saison. Wow! Et là, j'en ai compris rien. Ouais, non, il manque des référents. Sérieux, vous devriez voir la face des gars. Ils sont comme, ils étaient vraiment contents de dire ça, les lettres. Puis je suis là, de quoi ils parlent? Mais c'est parce qu'ils étaient sur l'Enterprise. Pourquoi c'est important que ce soit l'Enterprise? C'est le code postal de Jane Roddenberry, man. Mais c'est l'Enterprise, c'est le vaisseau mère, c'est le Millennium Falcon de Star Trek, là. Et là, tu vois que son fils va être là-dessus. C'est Seven of Nine qui est le capitaine, la fille de Geordi, Raphaël Love, la fille de Geordi qui est là comme pilote. Puis là, tu te dis, OK, c'est parce que
je veux voir ça. Je veux voir les aventures d'Enterprise G. Fait que là, ils annoncent Ben la oui. prochaine Ah, série. Ils l'ont semi-annoncé de certaine façon. Ils l'ont pas encore greenlighté parce que le problème, c'est que les shows coûtent très cher et ils sont en train de raménager les shows de Star Trek. Mais Legacy, c'est sûr qu'il va y avoir le greenlight parce que si on prend rien que le succès qu'il y a eu dans saison 3, l'épisode 10 a été présenté en IMAX. Ouais. Puis je pense que ce qu'ils ont voulu surtout en ne l'annonçant Il l'avait fait pas... aussi avec le premier épisode de Inhuman à une certaine époque. Oui, mais je pense que ce Ok. qui... Ouais, ça rebalance les choses. ça, c'est chiant, tu viens de casser l'argument. mais je pense que ce qu'il voulait surtout, c'est, avant de le greenlighter puis de dire qu'elle allait de l'avant, je pense qu'il voulait se le faire demander. Puis surtout, je pense que c'est Maratar, c'est quelque chose qui était derrière du show, puis c'est lui normalement qui devait venir pour Legacy, puis je pense qu'il attend de savoir si sa réception, c'est ce qu'il voulait, C'est puis il ça. va vraiment vouloir embarquer. Ben, ce qu'il voulait, là, c'est que le monde dise « on veut voir ça ». Puis je pense qu'ils veulent se le faire demander. Parce que, tu sais, le nom Star Trek Legacy, c'est arrivé de nowhere, puis tout le monde utilise ça, là, Oui. incluant les showrunners. Fait que là, tu te dis « OK, c'est parce que c'est plus que sérieux, là ». Tu sais, je veux dire, s'ils l'ont fait fuiter le nom, puis qu'ils le font circuler, puis ils le dénient, hein. « Oh non, il y a rien, peut-être, ça pourrait être intéressant. » On place des graines. C'est parce que, puis on verra. tu sais, Discovery finit l'année prochaine, Ouais. Strange New World va continuer, Section 31 va avoir un film, Hey, ça va être intéressant avec Michelle Yeoh. ouais. Ça va être hot, ça. Donc, tu sais, après ça, ils ont le champ libre, puis ils veulent continuer, puis j'espère qu'ils vont continuer. Parce Puis que- on est dû pour une série qui se passe sur l'Enterprise et qui suit la timeline qu'on connaît. Puis Paramount Plus, ben, il faut pas qu'ils se fient à leur série Halo comme ils passaient au début. Non. Parce que c'était pas très bon. Fait que là, ça va être Star Trek all the way. Mais réussi. Honnêtement, là, c'est... Puis ça m'a fait mal de voir ça. Ça m'a fait mal, parce que... Combien d'autres franchises se sont plantées avec la nostalgie? Tu sais, Indiana Jones, là. Ah, mais oublie Ça a pas- besoin d'être dans Tu ce sais, genre-là. T'en parlais là. au début du podcast quand on commençait à enregistrer, que la nostalgie à la Spider-Man, où ce qu'ils mettent. Tu sais, Star Wars sont très forts là-dessus, même avec The Mandalorian. Tu sais, tu fais comme. T'écoutes la première saison, tu fais comme. facile. Ah, c'est un Lothal 4. Tout le monde fait comme, c'est quoi ça? Mais tu sais, dans Star Wars Rebels, il était sur la planète Lothal, puis il y avait des Lothal 4 partout. Là, t'as comme ton endorphine qui embarque dans le cerveau. Là, tu fais comme, à peu près comme moi, que j'étais super geek anal là-dessus. C'est comme, ah, une vibroblade. Je suis satisfait. Tu sais, même si l'épisode était de la merde, j'ai reconnu quelque chose, ça, qui était un peu gay, puis là, mon cerveau, il était heureux, puis c'est comme... Il n'y a aucune bonne raison que j'aime cette séquence-là, mais le cerveau humain fonctionne comme ça. Puis c'était le problème avec Disney, puis même avec Marvel, c'est qu'ils ont toujours opté sur ça, c'est... Oh, on sait pas où ce qu'on s'en va, envoie un anane, ça va endormir le cerveau du monde. Ça fait que là, t'es heureux, t'as reconnu quelque C'est ça. chose, puis là, t'as un 10-15 minutes où ce que ta concentration est partie. Tandis que dans Star Trek, ils nous ont donné le nanan. Mais le nanan était le centre de l'histoire, était le noyau. Ouais. Puis, C'est ça qu'on Il n'y suivait. a aucun moment où ils t'ont pris pour un câble. Même de la façon qu'ils ont ramené Data, il y a un épisode où en budget d'effets spéciaux, ils ont gaspillé environ 45 cents et demi. Et la séquence est incroyable, mais ils n'ont pas mis une scène là-dessus. C'est ridicule, c'était C'est- cheap de ces cheap. Mais t'as regardes ce 5 minutes-là, tu fais comme... Ouais, c'est un moment solide de télévision qui est là, se passer là. C'était Next Generation 1992. là. Ah, c'est une séquence digne des années 90. C'était aussi lettre. C'était Mais dégueulasse. C'était un moment incroyable. Mais c'était il malade. faut croire qu'il s'adresse aux fans. Oui, mais Non, même pas, parce que la séquence est assez brillante. Tu comprends l'objectif, C'est puis ça, où ce que le l'affaire. gars s'en va. C'est que, c'est au-delà de « je vais faire plaisir à celui qui aime ça ». En fait, tu sais, c'est facile, là. T'aurais pu asseoir dans Millennium Falcon, t'aurais pu asseoir Carrie Fisher, Mark Hamill puis Harrison Ford, là. Mais si tu fais juste les asseoir là, tu fais un plan séquence avec la caméra, puis tu passes à autre chose, puis il n'y a pas de raison, il n'y a pas d'explication, c'est pas le fun, c'est juste, regardez, ils sont là. qu'est-ce qui est bien important? Comment ça s'appelait? Le dernier film d'horreur que James Gunn avait fait avant de venir, c'est Shiver avec Nathan Fillion. Avec les Sleeters, avec les sangsues. Il n'y avait pas une scène pour ce film-là. Mais si c'est bien apporté, puis c'est bien travaillé, tout fonctionne, puis c'est ça qui était fun dans Star Trek. Il y a des couples de séquences où que c'était ultra cheap puis tout, sauf que c'était bien apporté, puis c'est ce qui manque souvent au cinéma, parce qu'à cette heure, ils ont tellement de budget qu'ils font comme, on va enterrer le monde sur des effets spéciaux qui sont incroyables, puis on n'a plus besoin de se concentrer sur le contenu, parce qu'on fait des films pour le cinéma qui éblouissent. Et on va pas chercher ce qui intéresse le monde. Mais tu sais, on n'essaie plus d'accrocher le monde intellectuellement à un film de certaine façon. Ben, c'est parce que, c'est comme je le disais tantôt, ça prend aussi
il faut que le flambeau se passe. Là. Puis Oui. Star Wars, c'était ça le problème aussi, mais pour plein de franchises, il y a un moment, le nouveau Ghostbuster il le fait aussi. Il faut que tu utilises tes anciens personnages, il faut que, oui, ça soit cohérent avec l'histoire, mais il faut qu'il y ait une volonté aussi de on veut raconter autre chose. Tu veux pas refaire toujours la même affaire pas juste ça, c'est avec les parce mêmes que, personnages 20 ans plus tard. Lâcher l'idée de faire des trilogies. On a connu le cinéma un petit peu avant le début des années 2000, vers la fin 2000 à 2010, pour le début des années 2010, parce que chaque film qui sortait était une trilogie. Je vais parler des Turtles de Michael Bay. Matrix. Matrix, c'est sorti pour... Tu sais, tous les films étaient dus pour des trilogies. Quand sortait le premier film, c'était supposé d'être 3 films. Mais c'est parce que c'est facile, les trilogies, c'est dès que le premier fonctionne, de fidéliser ton auditoire, puis t'as pas besoin de recréer des nouveaux personnages. C'était une époque où il faisait ça, mais sauf qu'il pensait jamais au long terme. Il lançait une idée, ça fonctionnait, il travaillait sur les suites par après. Tu sais, même John Wick est une aberration dans ce système. Parce qu'ils n'ont jamais passé aux suites, c'est un film standalone qu'ils ont pogné, puis ils ont réussi à surpasser chaque film. Et là, ça a pris une équipe, ça, mais en général... Mais tu sais, je veux dire, il y a personne qui écoute John Wick pour l'histoire. Mais c'est juste... c'est pas grave, ils se sont pas assis leur laurier puis ils ont fait n'importe quoi après. Mais là. je veux juste revenir sur ce que tu as dit, parce que, tu sais, le passage de flambeau, là, il y a deux façons de le faire. Là. Il y a la façon où ça paraîtra pas qu'on coupe le temps de glace aux vieux parce qu'on veut vous faire avaler les nouveaux dans votre gorge. Tu sais, il n'y a rien de plus décevant que d'aller voir un Terminator Dark Fate puis de voir qu'Arnold Schwarzenegger a 2 scènes. Là. Ouais. Parce qu'on veut te faire aimer la nouvelle héroïne puis le nouveau héros. Puis, tu sais, ceux qui sont dans le siège arrière, là, qui ont déjà été dans le siège avant, j'haïs ça, moi. Moi, j'haïs les films où on ramène des héros, on ramène des acteurs. Tu sais, Cobra Kai, ils l'ont bien fait. Ils les ont ramenés, mais ils les ont mis en avant. Puis ils ont fait évoluer des jeunes puis des autres à qui ils ont passé le flambeau. Mais ils les ont pas mis en réserve de la République. Le problème, quand ils ramènent ces gens-là, c'est qu'ils les mettent en réserve. Ah, ils sont là une scène, ils sont là 2 scènes, c'est plus mon histoire. Ben, c'est ça, mais ça revient là, mais... Il faut pas rien que les utiliser comme du bonbon, il faut avoir quelque chose à leur faire. Ben, tu sais, pas rien qu'à leur faire faire, à leur raconter aussi. Il faut une raison. Mais c'est parce que quand on les retrouve, ces personnages-là, comme spectateurs aussi, on s'attend à catcher up avec eux autres aussi. Ouais. À savoir, bon, ben, qu'est-ce qui est arrivé? Ils sont rendus où? Puis pourquoi soudainement, ça les intéresse plus, l'aventure? T'sais, pourquoi, là? Tu sais, Jurassic Park. C'était-tu innocent de ramener les 3? À chaque fois, il se fait avoir. On va subventionner tes recherches. Je veux bien croire qu'un paléontologue s'est cassé et ça n'a jamais dit ça. Mais il se fait tout le monde avoir. Hey, c'est ça, je vais mourir, je m'en vais là-bas, je vais payer tes recherches. Ah, c'est ça. Ben, mais c'est surtout qu'ils servent à rien. Ils sont en réserve des nouveaux qui sont là. Puis ils font rien. Puis toi, tu te dis, ouais, mais pourquoi c'est pas une aventure d'eux autres que j'écoute? Tu sais, vous m'avez attiré avec eux pour finalement me les donner genre 2 scènes, 3 scènes. Les mettre les 3 ensemble pendant 15 secondes pour faire jouer la musique du premier. Tu sais. Et c'est surestimé peut-être la tâche qu'on a aussi. Tu sais, je suis pas le plus grand fan de Jurassic Park, mais tu sais, Jurassic Park, moi, c'est des films que tu vas voir pour les dinosaures. Pas, tu sais, moi, mais c'est un exemple. Comment il s'appelle? Alan Grant. Tu sais, je m'en fous. Là, mais c'est un exemple, là, parce qu'ils nous l'ont fait combien de fois, ce coup-là? Tu sais, combien de fois ils nous l'ont fait, ce coup-là? De ramener un personnage, mais de le mettre en réserve. Oui. Dans l'espoir qu'on s'attache au nouveau. Puis tu te dis, sais-tu quoi? J'aurais pris le film de l'ancien. Mais je veux dire, c'est... Vous savez pourquoi c'est fait autant que moi, là? C'est pour assis ton siège parce qu'on t'a promis que tu vas voir ton personnage que t'aimes, mais le film est supposé être sur autre chose. Puis tu sais, moi, ça me dérange pas tant que c'est intéressant, tant que l'autre chose est accrocheur. Mais tu vois, moi, les nouveaux Star Wars, j'étais prêt à les suivre. Ben, moi aussi. Mais... On était tout près, on est tous sortis de l'épisode 7, les yeux grands ouverts, on faisait comme je suis prêt. Oui, c'était bien réussi. Sauf qu'en même temps, l'épisode 7 nous a fait une promesse. On s'est tapé tout ça dans l'espoir de voir Luke à la fin. Ouais, puis de se dire, c'est là que ça va payer. Il n'y avait pas de plan. Ils savaient pas plus que nous autres où ça s'en allait. Tu sais, je veux dire, tu sais, à la fin, quand Luke a le visage que moi j'avais interprété comme l'aventure m'appelle une nouvelle fois, mais qui visiblement c'était Marc pas... Hamill, c'est ce qui s'attendait aussi. Ouais, mais ça a l'air que finalement c'était le visage de Urk Potoué, Christoncan, qui est un peu décevant quand tu t'apprends. Mais tu sais, quand t'arrives à la fin de ça, tu te dis, OK, non seulement les nouveaux personnages sont cool, mais là maintenant, OK, là on tombe dans le sérieux. Tu sais, hey, wow, là, elle va le sortir de là, elle va aller rejoindre sa sœur, la sœur à Luke, puis là, tout le monde va se réunir, puis ça va être comme wouhou! Tout ça pour te rendre compte qu'en réalité, Palpatine a gagné. Il a éliminé les Skywalker au grand complet, puis il a mis une Palpatine à la tête de tous les Jedi. Pouette. Il y a quelqu'un, honnêtement, là, qui a pas
checker ce point-là. Là, c'est que, à la fin, qu'elle dit qu'Eric Skywalker, c'est très mauvais, mais il faut pas oublier que c'est une Palpatine qui a annihilé tous les Jedi puis qui a pris le contrôle de tout. Puis qui va former la prochaine génération de Jedi. Une Palpatine. Ouais. Puis il y a le danger inverse de créer des nouveaux personnages super le fun, mais de tomber en amour avec tes propres créations puis pas avoir grand-chose à lui raconter. Q ici, Mandalorian saison 3. Où là, t'es en train de manger du McDo Star Wars. T'as du fun à tous les fois, mais c'est un épisode des Simpsons. Ça avance pas beaucoup. Les personnages sont interchangeables. On va parler de l'éléphant dans la pièce. Se rend compte qu'une petite marionnette qui n'a pas de mouvement parce qu'il n'y a pas d'articulation, t'es fourré avec ça. Et Tu peux faire des spins. Et tout. Sérieusement, là, c'est quoi que j'ai écouté? C'était-tu le pitch meeting ou le Honest Trailer où ils l'ont traité comme une marionnette que tout le monde se tire par les bras? Puis ils ont montré toutes les séquences que tout le monde se tire d'une main à l'autre, là. Et là, tu le sais, c'est comme... Je savais que c'était cheap, là, hein, puis la scène du luminaire aussi. Ouais, mais t'as peu. Le meilleur, c'est... Dieu, ouais. Le meilleur, c'est... Nous avons vendu énormément de figurines de IG-88. Et nous avons aussi vendu énormément de figurines de Grogu. Comment on peut les revendre? Hey, t'as brisé ma bonne mobile. Donc, je dirais que je l'ai améliorée. Attends, je vais essayer de l'insérer. Garde, c'est une nouvelle figurine. Cool! Ah non, là, il faut que tu rachètes le nouveau IG qui a une petite trappe pour mettre ton Grogu. Mais il faut que tu rachètes le nouveau Grogu qui est un petit peu plus grand puis fit dedans. C'est parce que, tu sais, sérieusement, on fait confiance à nos éditeurs puis leur mémoire de poisson rouge. Et vous êtes québécois, c'est que vous oubliez tout. C'est que vous oubliez tous les épisodes qu'on a parlé en bien de la saison 3. Parce que... Mais je l'ai dit, c'est du McDo, puis j'adore McDo. Mais tu sais, on n'a pas été gâtés. Surtout avec Andor qui était tellement bon. Non, mais il y a eu un épisode d'Endor durant Mandalorian saison 3. Ouais, puis ça me donnait espoir, mais finalement, ils ça mène avec ça. Ça mène nulle part. Ça mène nulle part. Encore là, ça me donnait l'impression, bon, ils ont écrit un autre show à côté, en parallèle, puis là, il manquait un épisode. Ça mène juste nulle part. Sérieusement, si vous voulez rire de ces faits-là, allez checker le pitch making de Ryan George sur Mandalorian saison 3 et l'aventure de son intern. L'aventure pour la crêpe de son intern, là, c'est incroyable. Le side quest du side quest. Ça s'appelle Pitch Meeting de Ryan George. Allez regarder ça, ça vaut vraiment la peine. Vous allez perdre vos 2 prochains jours là-dessus. Là. C'est quoi le liste? C'est dans South Park qui se moquait de Family Guy et qui disait comment ils trouvent les idées, c'est des lamentins, des ballons. Ils vont chercher avec des balles. Ils font ça dans Mando. Bon, qu'est-ce qu'on va avoir cette semaine? On va amener la chanteuse à succès, Lizzo, avec Jack Black. Puis là, on met quelqu'un d'autre, même que Christopher Lloyd. Oh oui! Personne ne se rappelle c'est quoi qui se passait dans l'épisode. C'est tellement bon, là. Un peu comme quand on parlait des effets spéciaux tout à l'heure, puis de la possibilité d'en mettre. Tu sais, quand ils ressortent le premier épisode de South Park amélioré, puis ils mettent des AT-AT en arrière, puis ils mettent sur des crises d'affaires qui n'ont pas rapport. T'as des explosions. Il riait de George Lucas qui avait repris sa trilogie, puis qui avait inventé... C'était rajouté des affaires. Tu sais, même dans l'épisode, le pauvre Liam Neeson, qui comme il a l'air complètement perdu, man. Il y a 1 million d'affaires qui se passent autour de lui qui n'ont pas conscience. Darth Maul s'est fait couper en deux, il a survécu. On a découvert que Darth Vader, qui a percé le monde avec des sables laser, ça n'avait aucune incidence. Et on a découvert que la force peut être soignée. Sérieusement, son Force Ghost qui n'a pas parlé à Obi-Wan pendant 40 ans, là, hein, c'est juste parce que... Il était fâché. Il avait vraiment pas de bonne humeur. Il s'est dit, m'en revenir vite, mon apprenti va me rechercher. Mais non, apparemment qu'Obi-Wan avait autre chose à faire. C'est la vie. Puis écoute, ça fait déjà 1h16. Fait qu'on va terminer avec Jedi Survivor. Oui, on peut faire ça. Le dernier jeu de Star Wars qui est sorti la semaine dernière. La suite de Fallen Order, un jeu qui avait été très, très, très populaire. Avec un personnage Cal Kestis qui était vraiment intéressant. La suite est sortie la semaine dernière. Personnellement, au niveau du gameplay, ce qui est le fun, c'est que tu commences avec un Jedi qui a plus de pouvoir. Ça fait que tu n'es pas obligé d'apprendre comment courir sur un mur et faire des double jumps. C'est que tu es capable de faire beaucoup plus de choses en même temps. C'est qu'au niveau des combats, c'est beaucoup plus satisfaisant. Puis ils ont rajouté beaucoup de styles. Ça fait que, à la place de rien qu'avoir un double blade lightsaber à la Darth Maul, tu peux se séparer en deux. C'est que tu peux avoir une épée longue, une short sword. Puis ils ont faire un fouet. Non. Il y a, par exemple, dans les romans et des bandes dessinées, il y a une fille qui a un fouet laser. Ouais, c'est pour ça que je me rappelle avoir déjà vu ça. Et puis ils sont pognés avec cette histoire-là parce que c'est sorti d'un roman jeunesse puis ils sont fourrés avec l'histoire du fouet laser.
Moi, je l'oublie pas. Ouais, sauf qu'elle est rendue dans des romans qui sont un peu plus mainstream, puis ils sont fourrés avec ces histoires-là. Mais sauf que, tu sais, ce qui est le fun, c'est la mécanique du jeu. Il y a eu une couple de bugs en partant, sauf que le fait que tu as plusieurs stances, en plus, ils ont rajouté la clé mort laser. Tu sais, à peu près la même épée que Kylo Ren, mais ils rajoutent 3 pieds de lame. OK. Oh, OK. Tu sais, puis aussi, il est avec un gars qui a un jetpack de Mandalorian, puis qui se bat comme ce pistolero avec 2 guns. Puis il fait comme, tu sais, les ennemis sont dangereux, puis on a toujours dit que Jedi s'adapte, il donne un pistolet. C'est que t'as le stance, sabre laser, puis gun. Fait qu'ils n'ont pas utilisé la bonne vieille trope de jeux vidéo de j'étais pas aware à la fin du 1 comment le 2 va pouvoir être un enjeu. Ah, il perd la mémoire puis il perd tous ses pouvoirs qu'il faut que tu regardes. C'est un clone. C'est un clone. Ils ont racheté des modes de combat pour que si ça tente de refaire le jeu genre plusieurs fois puis d'essayer de retourner sur des maps et essayer des ennemis, c'est que tu peux l'essayer avec 4 à 5 styles de combat différents. Mais historiquement parlant, là, c'est canon, là, ça là. Oui. Puis ça se situe où? Ça se passe pas longtemps après Star Wars 3. C'est entre Revenge of the Sith puis... Non, Star Wars 3, pas 7 puis 6. Star Wars 3. Revenge of the Sith? Ouais, c'est ça. Revenge of the Sith, ça se passe New Hope. à New Hope. Ben c'est ça. Ça Ouais. se passe après Revenge of the Sith. Oui, parce que... Fait que c'est un autre Jedi qui a survécu. Non, ce style d'ordre 66-là, c'est donc bien vilain. Mais, Martin, combien de fois je veux dire que la galaxie, c'est grand, hein? Ouais, mais je comprends, mais c'est parce que pauvre Luke, ils se sont tous cachés pendant que lui a fait le sale boulot, puis ils sont tous réapparus après. Ils reviennent tous un coup qui est mort. Tu sais, pauvre gars. Tu sais, non mais sérieux, ça là, sérieux là, c'est un hostie de plot hole de Star Wars qui me fait chier. Là. Excuse-moi là, mais t'élimines tous les Jedi pour que Luke soit le dernier, puis que genre c'est le dernier resti d'espoir de la galaxie là. Plus il en rajoute, plus le terme de Last Jedi perd son sens. Puis là, à m'amener, tu te rends compte hostie qui était à peu près 20 000 entre le 3 et le 4. Il n'y en a pas une hostie qui a décidé d'y aller. Ouais, mais... Puis rendu après le 6, ils sont tous revenus. Ils sont tous encore là. Ben, il y en a plusieurs. Ben, tu sais, même l'histoire de Calcastis, parce que d'une certaine façon, tout le monde le pousse à aller quelque part puis se cacher puis de prendre sa retraite. Mais lui, il essaie de combattre l'Empire un peu, mais il se rend compte que l'Empire, c'est tellement gros qu'il n'y a aucune chance. Et à la fin du premier, il a rencontré Darth Vader. OK. Peux-tu comprendre pourquoi il n'a pas été plus loin que ça? OK, mais il a survécu. Ben, c'est parce que le jeu a voulu qu'il survive parce Ok. qu'il était mort. OK. Tu sais, sérieusement, parce que quand tu te sauves, là, c'est Darth Vader qui détruit la base en arrière de toi, puis tu cours d'une plateforme à plateforme parce qu'il détruit tout en arrière de toi. C'est qu'en temps normal, il serait mort, mais vu que c'est un jeu, c'était rien qu'une histoire de parcours. OK. Mais le deuxième, présentement, j'ai commencé l'histoire. Je savais pas si ça allait parce que dans le premier, on était avec les Inquisiteurs, on était avec Darth Vader, on était à la chasse des Jedi. C'est que j'ai fait le deuxième aussi qu'ils vont nous apporter. S'ils consistent à quoi avec les Inquisiteurs, ça va être différent. Là, tu commences, t'es pogné avec la gang de Bounty Hunter que t'as fait chier dans le premier de façon solide. Tu te rends compte que c'est les autres qui te courent après un peu, puis t'es pogné avec ça. Puis quand t'avances dans l'histoire, tu te présentes que le président, il rentre avec le High Republic, le dernier projet de Charles Schultz qui est rentré, là, Star Wars, il y a 250 ans. Donc l'histoire est liée directement avec le High Republic. Mais c'est quoi, il y a une machine à voyager dans le temps? Non, c'est parce que le Jedi, qu'on pensait que c'était un clone qui était gelé, finalement, c'est un Jedi de la High Republic qui était maintenu en suspension artificielle, comme en cryogénie, dans le fond. Donc un autre qui aurait pu aider Luke. Encore un autre. Non, parce que ce qui est le fun, lui, quand il sort de sa Bacta-Tang, Ouais. c'est le monde qui n'a pas joué le jeu, ne veut pas se parler, sauter une minute, c'est que là, on a vu un des premiers moments où ce que Jedi pète une coche, puis qui fait comme moi, la République, c'est une gang de caves, il pogne son sabre laser, avec la force, c'est le défaut grand complet, il prend son Kyber cristal, il le serre, il rouvre la main, il est rouge, il remonte son sabre laser, là, tu fais comme, ah shit, ok, ça fait que le Jedi de la Haute République, il est pas de bonne humeur, puis il est de viricide devant nous autres. C'est qu'on a ils ont mis le premier bleeding live Ok. qu'on a vu. Ah, OK. Nice. Ça fait que le gars de cette époque-là, qui est un Jedi ultra trop puissant, ben c'est un Sith maintenant. OK, puis ça devient genre le vilain du jeu. Effectivement, parce que lui, il avait découvert une planète qui est ailleurs, puis ça prend comme une map comme dans le dernier Star Wars qui avait sorti pour se rendre là-bas. Puis il voulait faire une nouvelle planète pour les Jedi là-bas, mais on se rend compte qu'il y a eu un problème avec la High Republic, puis que le monde a essayé de l'exterminer, puis il était en crise contre la République. OK. Puis, sauf que le problème du jeu, c'est que c'est un jeu de beaucoup d'exploration. Ils ont mis les cartes 3 fois plus grosses, puis chaudes partout ces murs. Pour essayer de me rendre à des places que j'ai pas les skills pour me rendre comme un cave. Fait intéressant. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec ça, mais ils ont utilisé la technique
on va dire James Gunn, parce que James Gunn avait annoncé que chez DC, dans tous les projets animés, jeux vidéo, les acteurs allaient prendre leur rôle. Dans ce jeu-là, le personnage principal, c'est comment il s'appelle, Monahan. Monahan, celui qui faisait Joker dans Joker. C'est littéralement lui, et tous les personnages qui sont là, ressemblent aux acteurs qui font la voix. Même la fait qu'ils s'organisent pour, s'ils veulent les amener dans des séries ou des films, les acteurs sont déjà c'est tout là. du capture motion, puis de toute façon, si vous voulez checker les publicités avec Mark Hamill, elles sont toutes drôles et sont vraiment toutes incroyables. Elles sont efficaces. Ils sont vraiment efficaces. Mais honnêtement, si vous truffez sur l'univers de Star Wars, puis ce qui est le fun avec celui-là, c'est qu'au niveau des niveaux de difficulté, ils ont même été jusqu'au story mode, puis ce que tu peux... Moi, présentement, je le fais à hard. Il y a quelques boss qu'il n'y a pas de bon sens, je le drop. Le premier, je l'avais fait à hard au grand complet, j'ai réussi à m'en sortir, sauf que lui, il y a des bouts que... C'est pas facile, mais sérieusement, c'est satisfaisant, c'est beau. Parce que moi, il m'avait perdu quand ils ont effacé tout le temps que j'ai mis dans Force Unleashed pour que ça soit plus canon. Parce que j'avais mis beaucoup de temps dans Force Unleashed. Ah, mais ce jeu-là, il est juste satisfaisant de tuer plein de Wookiees avec Darth Vader au début. Là, Et je me rappellerai toujours sur le pont que je faisais voler les Wookiees par-dessus pour voler. Tu genre un succès après d'avoir tué 250. Tu fais comme, OK, il avait prévu le coup. Quelqu'un a s'amusé à faire ça. Là. Ah, mais il n'y a rien là. Dans le nouveau qui vient de sortir, là, tu peux changer les cheveux puis la moustache de Cal Kestis, puis tu peux mettre un molette avec une moustache. Puis si tu fais un dropkick avec un ennemi, là, tu débloques le succès Rodas. Encore. Mais tu sais, Force Unleashed, moi j'avais le premier. Là. Pas le deuxième. Non, le deuxième c'est de la marde. En plus mais d'être le super premier facile. était incroyable. Sérieusement, péter Vader puis le Palpatine à la fin, là, c'était tellement satisfaisant. C'était extraordinaire comme jeu. Puis la façon dont ça venait s'imbriquer aussi. Puis il était comme à la base de la rébellion. Ouais, c'était vraiment hot. Puis le fait que tu sais, Vader avait un plan pour tuer Palpatine déjà, avant même qu'il trouve que son fils. Tu sais, dans le fond, c'est l'évolution du plan à Vader dans sa tête de se dire. Un jour, je vais overpower l'empereur, puis tu sais, je commence avec lui, puis whoop, là ça marche pas, il est obligé de le trahir. Ouais, puis... Mais dans Bande dessinée, il travaille très bien ce côté-là, par exemple. Oui. Présentement, là, c'est très, très, très bien travaillé. Parce que dans Force Unleashed, c'était vraiment cool. Quand tu regardes les cinématiques, bon, ça a mal vieilli à cause des technologies de jeux vidéo qui ont évolué, là, mais l'histoire était fucking solide, là. Ah, puis surtout qu'il avait boosté un jetpack avec pas de bon sens. Je me rappelle, Richo, la première fois que j'ai fait la dernière mission qui atterrit sur la Death Star, il fait un jump de 300 pieds, puis il atterrit dans le hangar. T'as genre 4 ATST, t'as 12 Death Troopers, t'as des Stormtroopers avec des jetpacks. Tu fais comme, OK, c'est parce que là, ils sont 120 contre moi, ça marche pas, puis il y a des ATST. Là, tu te rends compte que c'est comme, oh, puis je suis en train de botter tout le monde, ça fait pas de sens, mais le jeu est incroyable. Mais il était tellement devenu fort, je pense qu'il désintégrait les Stormtroopers. T'avais un genre de force, puis ça désintègre le monde autour de toi, tu sais, genre... Péter l'armure au grand complet de Darth Vader, c'était tellement satisfaisant aussi. C'était vraiment le fun. Puis le choix aussi de la fin. De te laisser convertir par Palpatine ou de le tuer. Ah. Puis si tu tuais Palpatine, ben lui, il pognait la corvette, le vaisseau où tes chums étaient dedans, puis tu l'écrasais dessus, puis tu mourrais. Puis là, tu sais, Vader, t'es mort parce que t'avais tué Vader. Puis tu devenais la nouvelle mopette à Palpatine. Là. Il te remontait de A à Z, là. Puis t'étais juste une espèce de créature du Dark Side, genre c'était une espèce de mais Vader. Mais Cal Kestis, c'est comme personnage qui est super intéressant, puis les histoires que sont montées, là, c'est vraiment, vraiment, ça vraiment m'intéresse. Bon. Puis ce qui est le fun aussi, c'est parce que les nouveaux jeux vidéo, là, ce qui est le fun, c'est qu'ils ont instauré le story mode maintenant, ça fait que tu peux être le pire PJ bon du monde, tu peux t'endormir en pesant sur X ton épée, là, puis passer le jeu. Mais tu t'amuses-tu pareil? Ben, c'est parce que si les combats te font chier, sinon tu le mets à une difficulté qui est normale, puis qu'il t'arrive un boss fight que t'es pas capable, puis ça te tente pas parce que tu dis je suis bloqué là, tu mets ça à story mode, puis sans toucher à rien, tu payes sur X, puis l'ennemi va te rentrer dedans, puis tu vas le tuer. T'es invincible. Ouais, c'est bien hot, ça. Ça fait qu'ils ont réglé le problème du monde qui pognait un air parce que les jeux étaient trop difficiles pour eux autres, puis ils ont inventé le story mode. Personnellement, il y a quelques jeux que je l'utilise. Je l'avais fait avec le dernier Forbidden West Horizon qui est sorti. Il y avait comme une arène qui était presque impossible à faire. Puis c'était là que tu débloquais des armes les plus fortes du jeu. Puis j'avais déjà fait des jeux. Ça me tentait pas de me faire chier. J'ai essayé une couple de fois. J'ai fait la marre, story mode. Je suis allé chercher les items. C'est que quand t'abandonnes, puis ça te tente pas. Je l'ai fait à God of War aussi. Il y avait des Valkyries à tuer. C'était pratiquement impossible. J'aurais pu perdre des heures là-dessus. Je suis rien curieux de voir ce que ça donne. Je l'ai mis en story mode, je les ai toutes pétées pour me rendre compte que ça donnait absolument rien. J'ai fait, et j'ai pas perdu 10 heures là-dessus. Mais la tentation moi, je quand l'ai même perdu. forte, moi, je l'ai fait. Ça m'a pris 10 semaines pour passer à travers. Mais pour aucune bonne raison, c'est ça qui est triste. Non, oui. je veux dire,
là, c'est du fun de gamer. C'est pas pour l'histoire que tu le fais, c'est pour Moi, l'adrénaline que ça te donne quand tu le réussis. Je voulais voir si ça donnait quelque chose comme l'histoire, parce que tu sais, j'en ai botté plus que la moitié des Valkyries normales, mais celle-là de la fin, là, avait pas de bon sens. Là. Non, c'est Mais tu sais, le défi aussi, là, c'est pour ça que tu le fais. Là. Ouais. Ben, tu sais, le premier Jedi Fallen Order, j'ai jamais droppé, là, puis sérieusement, il y a des boss que j'ai recommencé une quarantaine de fois, là. Alors, ça, j'ai pas cette patience-là. Hey, messieurs... Tout ce que ça va te prendre, Martin, pour avoir du fun avec ça, c'est une PS5. PlayStation 5. On fait, la dernière fois de sauter poisson, on peut-tu se donner un petit 3 minutes? 1h28. Ben, juste un 3 minutes. On se rend jusqu'à 1h30. Non, je vous fais faire les deux. Moi, j'en ai pas, honnêtement. Ok. Écoute, ça me vient pas en Tu veux tête. pas parler de Parizeau? Non, je parlerai pas de Parizeau. Ok. À moins que vous vouliez absolument. Absolument pas. OK, c'est bon. Je vais passer par-dessus. Ben, moi, c'est parce que la dernière fois, je voulais présenter une BD que je suis, là, ça a fait 6 numéros qui est sorti. C'est chez Boom Comics, présentement. Ça s'appelle, c'est Dame Temar, là, que je pense, la série de Simon Spurrier puis Charlie Adler. Dans le fond, ça raconte l'histoire d'une fille qui est une genre de semi-exorciste qui est capable de summoner des esprits puis des démons puis des contrôler. C'est une genre de vaudou. Son oncle meurt, puis c'est lui qui l'avait entraîné, puis ça l'aide d'une histoire de meurtre, puis avoir quitté là-dessus. Puis là, tu découvres qu'en quelque sorte, que normalement, summoner un démon, c'est presque impossible, mais n'importe qui, présentement, qui a une pièce où ce qu'un démon est lié, est capable de les sortir de l'enfer, puis de les utiliser pour n'importe quoi, pour du gain personnel. C'est qu'il y a comme un débalancement qui s'est passé dans l'univers des démons, puis elle essaye de comprendre pourquoi. Puis là, je dis Simon Spurrier parce que j'ai aucune idée comment prononcer son nom de famille. Là. Je sais pas si c'est Spurrier, c'est que je veux dire Spurrier, là. Mais sérieusement, Charlie Adler, tout le monde le connaît pour The Walking Dead. C'est que le dessin est incroyable. Simon, il a déjà écrit dans plein de séries mainstream chez DC puis chez Marvel. La série, c'est brillant, c'est bon. Les personnages, là, tu y crois. C'est... Moi, je conseille à dire que cette année, là, une des séries qui va devenir le nouveau Killing, Someone is Killing the Children, là, c'est cette série-là, la nouvelle. C'est celle-là que cette année, possiblement, va l'être lancée. Là. C'est la série à suivre, c'est la série à surveiller, là, parce que ça va être plus surprenant, puis il va y avoir une bataille de studio bientôt pour ça. C'est dans quel, ça? C'est, chez Boom. Boom. Okay. Si je ne m'abuse, premier TP sort cet été. Il sort bientôt parce que le 6e numéro est sorti dernièrement, puis le cliffhanger du 5e ou 6e numéro était quand même assez surprenant. Comment ça s'appelle? Dame Temar. Dame Temar. Dame Temar, OK. Ouais, Simon Spurrier, Charlie Adler, Boom Comics, vous allez le trouver directement. Et sérieusement, ça va gagner du prix, c'est solide. Jean-Nic, un seul poison. Ouais, je vais en faire un seul. Ben, j'espère, Je vais vous parler d'une série qui ça fait longtemps qu'il était sur ma pile à lire puis que je suis en train de dévorer présentement. Ça s'appelle Astro City par Kurt Busiek. Moi, je connais ça. Busiek, dans le fond, c'est lui qui a fait la série Marvel où on suit les grands événements dans l'univers de Marvel, mais c'est dessiné par Alex Ross. Puis on voit genre les journalistes puis des gens dans la ville. Conan chez Dark Horse. Ouais, ben tu sais, c'est un auteur qui, c'est ça, il a travaillé beaucoup chez Marvel, chez Dark Horse aussi. Un petit peu moins chez DC. Chez DC, il avait fait Superman Secret Origin, Batman... c'est lui qui avait fait la série Superman qui partait à partir du numéro 550. Oui. Il a fait 6 numéros seulement sur la run. Et grosso modo, Astro City, c'est une série qui est peut-être une centaine de numéros qui s'est promenée de Boom Studio, Image Comics, ça a été chez Vertigo pendant un moment, puis là, c'est Image qui se l'a réapproprié. Le concept de la série, ça ressemble un petit peu à Marvels, dans le fond, c'est qu'on suit la ville de Astro City, qui a plein de super-héros, plein de super-vilains, et on suit soit ces héros-là, soit des gens mondains à travers ça. Genre, mettons un petit criminel qui un soir voit un des super-héros enlever son costume. Fait que là, il connaît son identité, puis là, c'est son drame à lui de... lui, il pense que le super-héros l'aurait vu. Fait que là, il a peur du moment où il va se faire confronter. Il s'imagine aller donner l'information à un crime lord qui le tue après avoir eu l'info. Puis il fait comme virer fou, puis il décide de partir de la ville. Il y en a une autre où on suit le Samaritain, qui est comme l'équivalent de leur Superman, qui travaille il fait de la rédaction pour un journal. Puis on le suit dans une de ses journées, où les gens pensent qu'il est en train de travailler, mais il est de l'autre bord de la planète en train de sauver le monde. Et c'est de son point de vue à lui, pourquoi il fait ça. C'est vraiment le côté humain, c'est de déconstruire les super-héros. C'est hyper intéressant. Si vous avez aimé justement sa série phare, Marvels, qui nous mettait dans la peau de gens normaux à regarder des gens incroyables prendre action,
Moi, là, c'est un gros coup de cœur. Genre, j'en lis 2 numéros à tous les soirs depuis 2 semaines et je capote. Je viens de voir sur Amazon, volume 17, ça fait pas peur un peu. Ça a sauté 100 numéros, ça? Oui, mais en ce moment, c'est ça. Depuis qu'Image leur prix, ils font ça s'appelle les Astro Book Edition. Il y a comme une mettons, ça ressemble à des gros books, là, genre, mettons, de 400 pages. Ouais. Ben non, genre la moitié d'un compendium, mettons. Il y en a 4 de sortie pour le moment. Je pense qu'il va en avoir 5 ou 6 à terme. Puis ça se lit super fini, bien en ce moment. Oui, la série est terminée. Parce que souvent, c'était comme des mini-séries. La première, c'était un 6 numéros. Après, il a fait un 12. Après, il a fait un autre 12. Mais tu sais, à part se passer dans le même univers, chaque histoire est toujours contenue en elle-même. Oui, puis juste pour lancer un hint, tu parlais des volumes de chez Image et autres. Pour les gens qui n'ont jamais lu Oblivion Song, que Martin a déjà parlé, qui va être excellent, courez chez votre comic book store, parlez-leur. Dans le dernier preview, il y a le compendium qui sort. Ça fait, vous avez l'intégrale de toute la série en un seul volume. C'est drôle parce que la série, tu parlais de Spirit, tantôt, ça me faisait penser à une autre série de Kirkman qu'il faut que je continue, Outcast, qui est un espèce d'exorcisme aussi, puis ça me faisait beaucoup penser à ça. Il y a Firepower, que ça fait un bout que j'ai... c'est parce que la série va être à hiatus. Présentement, le numéro 25 vient d'être annoncé. La série reprend cet été. OK. Parce qu'après les 5 ou 6 trades qu'il y avait eu, il avait arrêté au numéro 24 avec le combat contre le dragon qui avait comme pas de bon sens, parce que moi, mon cerveau a un petit peu décroché. Mais la série recommence au numéro de 25 à partir de cet été. C'est un des problèmes de Kirkman, c'est long en tabarnak. Ben, c'est parce qu'il avait essayé de prendre un break parce qu'il avait commencé plusieurs séries en même temps, puis je pense que... Ben, t'avais Oblivion Song, mais Oblivion Song, ça a une fin, là. Moi, je l'ai vu complet. Firepower, je pense qu'il s'attendait peut-être pas au succès que ça a eu. Il a peut-être rushé 2-3 affaires, puis il a fallu qu'il prenne un break pour s'en lancer. Puis surtout qu'il travaille toujours avec le même dessinateur. On va parler à M. Brian K. Vaughan avec son saga. Là, c'est rendu où, ça? Ben, la série est recommencée. Il voulait peut-être faire un dernier 50 numéros, mais il a genre coupé ça de moitié parce que c'est trop rough. Il y a dans le fond, le premier trade est sorti. Dans le fond, le volume 10, là, il y en avait 9 depuis des années. Le nouveau moi, je les ai en compendium. Ok, ouais, là, j'ai le premier compendium. Moi, je vais attendre vraiment longtemps. Mais si tu veux, je te le prêterai le ouais, mais tu sais, j'attends pas à ce point-là. De toute façon, quand ça va sortir, je vais vouloir me le retaper du début parce que il y a plein d'affaires, je me souviens plus, là, puis que c'est vraiment loin dans mon esprit. Où est rendu Lying Cat, avec qui? Écoute, je même pas sûr que je me souviens du nom de certains personnages. Là. Ça va jusque-là. Messieurs, on se redonne rendez-vous dans 2 semaines? Bye. 2 semaines ou éventuellement. Éventuellement. Salut.